Sud Radio, journée spéciale. Pourquoi la France brûle-t-elle? Journée spéciale, semaine spéciale pour toute la France. C'est ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. On va en parler jusqu'à midi avec Cécile de Minibus. Bonjour à vous Cécile. Bonjour Jean-Marie Bordry. On va faire le tour de France. Malheureusement, des émeutes. Dans quelle ville des déprédations ont encore eu lieu? Les violences ont éclaté. Des histoires souvent déchirantes. On va y revenir avec tous nos invités, Cécile. Et nos invités ce matin, Philippe Pichon, commandant honoraire de la police nationale, ancien commandant d'unité de la BAC 93, sera avec nous avec ce livre, un journal d'un flic publié chez Flammarion. On reviendra aussi avec Marseille en colère, l'association de Kaouter Ben Mohamed. Et puis on partira à Metz, à Nancy aussi, et pas mal de maires. On aura Julien Bachar, le maire de LR de Saint-Gratien aussi. Et puis tout au long, et le fondateur de l'association Graines de France avec Reda Didi. On reviendra sur ces interpellations, ce qui s'est passé cette nuit. On parle d'une nuit plus calme, mais quand même, beaucoup de villes ont été émaillées de violences, de pillages. On en parlera jusqu'à midi. Avec tous nos invités. Et puis on racontera des histoires qui sont absolument révoltantes. Ce qui s'est passé cette nuit à La Haye-les-Roses, où on vous explique quand même qu'en l'absence du maire qui essayait de défendre sa mairie, son propre domicile a été forcé par une voiture bélier, alors que sa femme et ses deux enfants y étaient. Ils ont fui sous les projectiles. Je parle de deux enfants de 5 et 7 ans. Voilà ce qui s'est passé. On l'a contacté. Il est au chevet de son épouse. Il refuse encore de témoigner et c'est bien normal. Évidemment, on espère qu'il va bien. Toutes ces histoires, ce sont aussi les vôtres. 0 826 300 300. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous cette nuit? Et toutes ces nuits d'ailleurs de la semaine. À tout moment, vous prenez la parole. Vous êtes les bienvenus sur Sud Radio. Édition spéciale jusqu'à midi. On accueille tout de suite notre premier invité, Cécile. Oui, Philippe Pichon, bonjour. Merci d'être avec nous. Je le disais, hein, vous êtes commandant honoraire de police nationale, ancien commandant d'unité de la BAC 93. Vous avez depuis des années forcément la BAC connu ces banlieues. Vous êtes un homme de terrain, et quand on parle aujourd'hui, quand on entend ce que disent la plupart aujourd'hui des commentateurs, de dire que cette situation n'a jamais existé, est-ce que c'est vrai? Non, c'est parfaitement faux. Et d'ailleurs, l'antenne de Sud Radio en avait fait état. Il y a quelques jours, le centre de Rosny-sous-Bois, le centre commercial de Rosny-sous-Bois a été pillé. Je vous ai amené un peu une liste à l'après-vert d'incidents qui ont lieu dans les années 90. Donc depuis les années 90, par exemple, là, Rosny-sous-Bois, le cinéma de Rosny-sous-Bois est pillé et incendié dès février 1994. D'autres exemples, Saint-Ouen, j'ai connu une cinquantaine de mineurs qui dévastent, qui pillent un magasin Franprix, qui prennent la fuite dans le métro et qui veulent le brûler. Des affaires comme ça, je pourrais vous en citer 20. Ça veut dire que depuis 30 ans, on a laissé faire les banlieues, et que ce ne sont pas des zones de non-droit, mais ce sont des zones d'une autre loi, et ça veut dire qu'il n'y a pas eu de volonté, alors une volonté hiérarchique certainement, mais pas de volonté politique d'en finir avec les banlieues. Et le policier que vous êtes, en tout cas, se sentait abandonné, c'est ça? Alors, abandonné, évidemment. Et puis, il y avait eu tout un tas d'alertes, des sociologues, puisque même les sociologues documentaient la question. Il y avait des chefs policiers qui criaient haut et fort, des syndicalistes que vous recevez régulièrement sur votre antenne. Donc, il y avait 100, 200, 300, 500 rapports. Et donc, en effet, on a été complètement abandonné, non pas par notre hiérarchie, mais évidemment par les autorités politiques, de droite et de gauche, puisque j'ai connu une quinzaine de ministres, de Jox à Pasqua, et qu'il s'agisse de la droite ou la gauche, on a toujours laissé faire. Et parmi certains, comme Pasqua ou Jox, ils n'étaient pas réputés être particulièrement laxistes. Absolument. Et pourtant, ça a perduré. Quoi qu'il en soit, même si ça a toujours existé, une telle concentration et une telle multiplication en un laps de temps si court des déprédations, c'est rarissime. Exemple à Metz, où les dégâts, après 5 jours d'émeutes, et 5 nuits plutôt, sont absolument énormes. Bonjour François Grosdidier. Vous êtes le maire d'Hiver Droite de Metz. Est-ce que vous êtes avec nous sur Sud Radio, François Grosdidier? Oui. Je le disais. Vous m'entendez? Moi, je vous entends bien. On vous entend très bien. Vous êtes le bienvenu sur Sud Radio. Ça fait 5 nuits que votre ville est frappée. Ça a continué encore cette nuit? Alors ça s'est un peu calmé parce que nous avons eu enfin le renfort de CRS qui nous manquait. La nuit précédente, nous avions été tellement submergés. J'ai une longue expérience de ces sujets. J'ai été pendant 16 ans maire de Voipy, la ville très difficile d'à côté, dans laquelle l'état de droit avait été rétabli. Je n'ai jamais vu, même en novembre 2005, le quart de ce que j'ai vu au cours de ces nuits.
où la situation semblait nous échapper totalement, même avec 2 véhicules blindés de gendarmerie et un hélicoptère. Il a fallu un renfort de CRS, mais qui nous manquait la nuit précédente, pour reprendre le contrôle du quartier de Borny, maîtriser ce qui se passait à la ville de Voipy, pendant que la police municipale assurait la sécurité du centre de Voipy, du centre de Metz, là, et qui est une ville très touristique en cette saison. François Grosdidier, est-ce qu'on peut faire un bilan matériel de ces 5 nuits ? On n'a pas fini de l'établir. À Metz, c'est 2 mairies de quartier qui ont été incendiées. C'est une salle de musique en plein cœur du quartier de Borny, la boîte à musique, qui a été saccagée. C'est la bibliothèque-médiathèque qui est très importante et dans lequel il avait été doublé parce que les enfants, tous les enfants du quartier ou les ados qui ne peuvent pas étudier sereinement chez eux pouvaient le faire là. Elle a été incendiée. Il n'en reste plus rien. Ça a été quelques saccages de magasins. À Voipy, ils s'en sont pris à l'école de la Deuxième Chance, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc on voit bien que ce sont des services à la population qui ont été absolument vandalisés par des jeunes dont beaucoup venaient de l'extérieur de ces villes. Une gauche irresponsable avait appelé à manifester avant-hier à 20h en plein cœur de la ville. C'est ce qui a fait concentrer tous les casseurs de la région sur la ville, ce qui d'ailleurs a submergé les forces de l'ordre et les dispositifs municipaux. Et alors, par rapport à 2005, le phénomène est largement supérieur. Il y a eu de l'excitation politique et on remarque un grand nombre de très jeunes, de très jeunes complètement désœuvrés, en dessous de 15 ans, tirant au mortier sur les pompiers ou sur les forces de l'ordre. Ça aussi, on l'avait moins connu. Ce qui s'était passé en 2005, c'était tout ce que des quartiers pouvaient compter de dealers, de trafiquants, de petites frappes qui profitent de chaque occasion qui se présente pour essayer de chasser les forces de l'ordre et même les services publics des quartiers. Alors que là, ce sont des gosses, tout simplement. Et des gosses en plus, je le dis parce que c'est le terme, qui rigolent quand ils frappent des gens à terre, qui rigolent quand ils allument des gens avec des mortiers. Bref, des scènes absolument ahurissantes sur lesquelles on va revenir un peu partout en France. Bienvenue à vous tous d'ailleurs, qui pouvez désormais nous écouter du côté de Metz en DAB+. C'est historique. Sud Radio est arrivé en Lorraine. On est ravis d'accueillir François Grosdidier. On est désolé de le faire dans ces circonstances, mais on va en reparler. Amis messins qui nous écoutez, 0826 300 300. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Venez nous le dire. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut dire aux parents? On va en parler dans un instant avec Cécile de Ménibus et tous nos invités. À tout de suite. Sud Radio, journée spéciale. Bienvenue sur Sud Radio, on est avec Jean-Marie Bordry, ensemble jusqu'à midi. On va revenir sur ce qui s'est passé hier, forcément. Vous voulez nous appeler 0826 300 300, vous avez été témoin, vous êtes une mère de famille, vous voulez en parler aussi. Peut-être que l'un des vôtres est un jeune garçon qui est allé, que vous avez ramené à la maison. En tout cas, vous nous appelez, on est ensemble jusqu'à midi avec Jean-Marie Bordry. Philippe Pichon est avec nous, commandant honoraire de police nationale et ancien commandant de l'unité de la BAC 93. Et puis on est toujours avec le maire de Metz, François Grosdidier, maire d'hiver droite. Philippe Pichon, quand vous entendez ce qu'on a dit il y a quelques instants avec le maire de Metz, quand on voit l'ampleur des dégâts aujourd'hui, comment on va pouvoir reconstruire en tout cas cette jeunesse qui s'emballe, qui crée des émeutes, on est en bande organisée, voilà, on est proche du chaos, on l'a dépassé un petit peu en quelque sorte. La seule possibilité, c'est y compris, alors d'un point de vue de l'ordre public, c'est d'avoir une réponse immédiate, forte, ferme et franche. Et d'un point de vue judiciaire, probablement pour les magistrats, j'ai pas à dicter leur conduite, mais d'écarter l'excuse de minorité et de revoir à terme vraisemblablement l'ordonnance du 2 février 45 sur la minorité pénale. Et pour rebondir, mais peut-être on va attendre que monsieur le maire soit à l'antenne, quand j'entends que la gauche aurait été plus responsable que la droite, c'est faux. Il n'y a qu'une seule période bénie, je vais mettre ça entre guillemets, dans la police nationale, c'est l'époque de Pandro-Pasqua. Monsieur Pasqua, ministre de l'Intérieur, monsieur Pandro, directeur général de la police, puis ministre délégué. Sinon, dans mes 22 ans de police, j'ai eu 15 ministres de l'Intérieur successifs. Tout a toujours été déplorable, y compris sous l'époque de monsieur Sarkozy I, Sarkozy II, où en réalité, dans les banlieues, on fait ce qu'on veut. Oui. Alors François Grosdidier qui réagissait aussi aux appels à manifester de la France Insoumise, notamment pour dénoncer la mort de Naël. Ça, c'est vrai que ça s'était passé cette semaine. Autre aspect ?
Ah bah oui. Alors là, dans le cadre on dépasse un peu mes prérogatives d'ex-policier, mais dans le cadre de la France insoumise, on est carrément en dehors de l'arc républicain. Pour vous, en tout cas, c'est ce que vous dites, évidemment, mais vous avez le droit. Parlons vrai sur Sud Radio. Direction Marseille, tout de suite. On retrouve, une maman, je pense. Kauter Ben Mohamed, bonjour à vous. Bonjour à tous. Soyez la bienvenue sur Bonjour. Sud Radio. Première question que je la poserai à tous les invités qui viendront. Comment ça s'est passé à Marseille cette nuit? Ça a été difficile, c'est ce que nous montrent les images. Ça a été beaucoup moins difficile que la nuit précédente. Ouais. Hier, ça a été calme par rapport à avant-hier, où j'ai dû intervenir à plusieurs reprises, jusqu'à 2h du matin. Mais excusez-moi, j'ai pris l'émission en cours, j'avais un problème technique, mais ce n'est pas... Il y a plusieurs problèmes à plusieurs niveaux, en fait. Bien sûr que toutes ces violences ne sont absolument pas justifiables, qu'elles sont toutes condamnables à tous les niveaux. Mais ce problème est un mal qui est beaucoup plus profond, en fait, auquel tous les politiques de droite et de gauche, et pour le coup je suis d'accord avec vous monsieur, sont pour moi co-responsables de la situation, parce qu'il y a 30 ans d'échecs de politique de la ville qui ont saupoudré en fait sans aller jusqu'au bout du problème et sans associer les habitants concernés au projet de réhabilitation et au projet de construction de leur lieu de vie, de leur lieu d'évolution de tous les jours. Et bien sûr qu'il doit y avoir une réponse répressive, mais l'histoire nous montre que seule la répression ne règle rien. Et je n'ai pas du tout un discours de bisounours, mais ces enfants évoluent dans un monde qui est déjà hyper violent au niveau sociétal. Ils évoluent avec des politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, vous le dites comme vous le souhaitez en fait. Moi je vous le définis. Et quand on voit les débats politiques, ils sont d'abord d'une médiocrité absolue. Tout le monde pointe la responsabilité des parents et j'ai été la première en tant que maman et en tant qu'ex-éducatrice à pointer la responsabilité des parents, mais elle ne peut pas à elle seule tout assumer et balayer 30 ans d'inaction et d'escroquerie pour moi. Justement, avant de revenir sur ce qui s'est passé politiquement dans ces 30 dernières années, j'aimerais qu'on écoute ce qu'a dit le ministre de la Justice. C'était hier, Éric Dupond-Moretti, qui parle des parents notamment. Quand on est parent, certes, on a des droits, mais on a également des devoirs, et s'il le faut, légalement. Et bravo de le mettre en œuvre à quelques heures, au fond, de la réception de cette circulaire. Ça me paraît essentiel de rappeler que les parents qui ne s'intéressent pas à leurs gamins, qui les laissent traîner la nuit en sachant où ils vont aller quand ils ont 13, 14 ans, ils encourent 2 ans de prison ferme et 30 000 € d'amende. Qu'ils tiennent leurs gosses, parce que ça n'est pas à l'État d'élever les enfants. L'État peut aider les parents, mais il ne peut pas se substituer à eux. Oui, c'est pas à l'État d'élever leurs enfants. Ça, vous êtes d'accord avec ça, Kauter Ben Mohamed? Oui et non, parce que moi j'ai un exemple très concret d'une dame qui m'a appelé hier, que j'accompagne pour plein de raisons, et qui depuis 2 ans, son fils a 17 ans aujourd'hui, et à 15 ans il a basculé dans la délinquance alors qu'elle est 2 parents, et que c'est une femme qui s'occupe de ses enfants, ainsi qu'un père qui s'occupe de ses enfants, et l'enfant est devenu hyper violent, y compris avec ses enfants à cause de ses fréquentations, avec ses parents, et ses frères et sœurs, et donc elle a mis sous mesure, on l'a mis sous mesure tutélaire avec la DAP, après il y a eu la PJJ, donc la police judiciaire de la jeunesse, on a même demandé à la juge pour enfants de le placer dans un foyer à Bordeaux, en dehors de Marseille, il s'est enfui, il est revenu ici, il s'est échappé par la fenêtre. Je vous donne un exemple, et il y en a tellement des comme ça, en fait, c'est pas des cas isolés. Et quand son père l'a attrapé par les cheveux, il lui a mis un taquet pour le retenir à la maison, cet enfant a porté plainte contre son père, et c'est son père qui a eu une amende, qui a été mis en garde à vue pendant 48 heures. Parce que la fessée est interdite, effectivement. Kauter, il y a beaucoup de parents qui font tout, et pas que des familles monoparentales qui sont dépassées. Mais aujourd'hui, on a un effet de groupe, on a un effet de meute, qui est chaque époque a son effet de groupe. Mais aujourd'hui, c'est décuplé avec les réseaux sociaux, qui se donnent rendez-vous, qui font pour faire des conneries ou autres. Et il y a des parents qui sont hyper bien et qui n'arrivent pas à tenir à leurs enfants. Et il y a des parents qui sont démissionnaires et qui ont des enfants parfaits, en fait. Et il n'y a pas de règle absolue, mais de tout mettre, encore une fois, sur les parents, je trouve ça assez lâche de la part du gouvernement. C'est pas tout mettre, en tout cas c'est de dire qu'à un moment donné effectivement il faut que certains parents s'occupent de leurs enfants. Kauter Ben Mohamed, vous dites que vous êtes resté, en tout cas vous avez travaillé, vous étiez sur le terrain jusqu'à 2h du matin, ça veut dire quoi? Vous avez joué ce rôle de médiatrice auprès des jeunes. Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Alors il y a eu 2 cas en fait. Vu que la veille j'avais déjà pas dormi parce et là j'avais été beaucoup plus violente, j'avais été prise à partie, ça a été compliqué. La deuxième nuit des meutes à Marseille qui nous a surpris parce qu'on n'a pas l'habitude à Marseille de voir ça. Donc quand il y avait des groupes entre 2 et 10, on pouvait les raisonner. Il y avait quelques voisins qui sont descendus avec moi. Et quand je leur posais la question de pourquoi tu fais ça, il n'y a personne qui m'a donné une explication réelle en fait. Et quand je leur ai dit mais si vous voulez,
des stades. Si vous voulez vivre dans des logements qui sont plus dignes, parce qu'au départ, c'est un de mes premiers combats, le logement digne. Si vous voulez, si vous avez des revendications qui concernent votre quotidien, votre formation, votre accès à l'école, votre accès à l'emploi, organisez-vous en collectif et je serai la première à vous accompagner et à défoncer les portes si on ne vous les ouvre pas, des ministères pour qu'on vous reçoive et qu'on construise avec vous. Et là, je vous avoue que ça n'a pas, voilà, il n'y avait pas de réponse parce qu'ils ont été surpris en fait que je les interpelle. Il y a eu, pour être très franche avec vous, il y a eu 2-3 enfants de 12 ans que j'ai attrapés par les oreilles qui habitaient même pas le quartier, même pas l'arrondissement. Il n'y avait pas de transport à Marseille depuis 19h, à qui j'ai parlé de manière très ferme et limite, j'ai presque failli tenir aux mains avec certains parce qu'ils étaient irrespectueux des personnes qui étaient avec moi. Donc quand on les a attrapés comme ça, quand je les ai attrapés de manière isolée entre 2 et 10, j'ai pu les raisonner et la réalité c'est qu'ils sont rentrés chez eux parce que je leur ai pas donné le choix. Mais quand ils arrivent en groupe de 50, hyper excités, à crier comme des fous, avec des barres de bois et des barres de fer, je vous avoue que là, on est assez démunis et qu'à part attendre les renforts de police ou essayer de sécuriser les magasins qui étaient déjà cassés, au risque de notre propre sécurité, parce qu'on a été pris à partie et ils nous ont envoyé des bouteilles d'alcool dessus, à un moment donné, il a fallu partir en courant. C'est compliqué, c'est pas notre métier. On est juste des parents qui sont descendus pour calmer en fait la rue, tout simplement. Kauter Ben Mohamed, reste avec nous. Philippe Pichon, quand on voit ces mères de famille qui jouent un rôle même pour les enfants des autres, on se dit que y a peut-être quand même quelque chose à faire, puisque forcément, le fait que finalement tout le monde se mobilise, certains enfants sont restés à la maison quand même. J'allais le dire, bravo madame pour cet esprit citoyen, civique, et vous faites vous-même la démonstration que si les parents tenaient plus leurs enfants, vous l'avez dit vous-même, on est descendu avec quelques mamans, si on l'avait fait depuis les années 90, si tout le monde s'était mobilisé dans ce que vous appelez les quartiers sensibles, dans toutes les villes à problème, entre guillemets, vous démontrez vous-même que les parents seraient arrivés à bout de 10, 20, 30, chacun de son côté, et que le gouvernement n'a pas grand-chose à faire dans l'éducation parentale. François Grosdidier. Je peux me permettre. Kauter Ben Mohamed, pardon. Éducatrice spécialisée, monsieur, j'ai démissionné il y a un peu plus de 15 ans lorsque j'ai vu la bascule et lorsque nous n'avions plus les moyens ni humains ni matériels de travailler. Parce qu'il y a des enfants qu'on peut raisonner comme ça. Il y a des enfants où des mesures éducatives plus lourdes sont nécessaires. C'est mon métier au départ. Si je suis descendue et que j'avais le verbal et le comportement, c'est aussi parce que c'est mon métier, que c'est ma formation initiale. Il n'y a pas tous les parents qui sont en capacité de faire de la médiation avec des enfants hyper violents au départ. Sauf que aujourd'hui, je suis désolée, là où je tiens responsable l'État, c'est que vous allez dans n'importe quel quartier sensible aujourd'hui. Vous savez, je vais au cinéma avec mon fils il y a quelques semaines et je vois des enfants âgés entre 11 et 12 ans prendre à partie et insulter les vigiles. Donc je m'en mêle et j'exige de la part du travailleur social, parce que ça se passe dans mon quartier, de convoquer les parents et les enfants qui étaient au nombre de 11 pour les voir le lendemain. D'abord, j'ai vu aucun parent, j'en ai vu qu'un seul. Et là, j'étais hyper en colère et les enfants ne m'ont pas respecté. Et là, je vous avoue que je me suis transformée en dragon en termes d'éducation spéciale. On veut bien le croire. Non, mais ouais. Et en fait, j'ai exigé qu'ils respectent et qu'ils écoutent, en fait. Et ça s'est même terminé par une séance de lecture où chacun parce que je voulais savoir s'ils savaient lire déjà entre 6e, la 6e à 5e. Mais si vous voulez, la jeune éducatrice qui s'occupe de 35 gamins, qui est éducatrice de rue, elle a comme budget 2000 € à l'année. Qu'est-ce qu'on fait avec 35 gamins qui sont en décrochage scolaire avec un seul éducateur spécialisé? Oui, mais Kauter, pardon, quand je vous écoute, j'ai l'impression que seul vous, et on vous donne le mot dans un instant, monsieur le maire, on a l'impression que finalement, ça doit presque se régler entre vous, parce que finalement, il y a un respect, effectivement, de la communauté. Non, c'est pas du tout communautaire. Je vous ai parlé de mon métier. Moi, j'ai les mots. Non, quand je parle pas de religion, je parle pas de culture. Je dis de la communauté parce que c'est la proximité. C'est ça que je veux dire. Du voisinage. Non, moi je considère qu'il faut des professionnels aguerris. Encore une fois, cette jeune fille avait même pas 26 ans. Elle a 2000 € et elle est toute seule. Elle peut rien faire en fait. Moi, quand j'ai été en formation, que j'ai commencé à travailler, on avait une structure physique, on avait des budgets qui n'étaient pas de 2000 € et on était une équipe, on était 5 dans l'équipe avec un responsable de secteur et un directeur de centre social. Aujourd'hui, ces structures n'existent plus. Aujourd'hui, les familles, quand elles vont au centre social pour demander de l'aide, il n'y a plus de permanence de travailleurs sociaux, il y a très peu de PJJ, il y a très peu d'ADAP, c'est des éducateurs spécialisés pour les adolescents et les jeunes adultes. Il n'y a même plus de permanence administrative pour les aider quand elles sont débordées, y compris quand c'est des mères célibataires qui travaillent, qui n'ont pas forcément le temps de prendre une demi-journée pour aller à la mairie, à la CAF, etc. Et en tout cas, du coup, ça a été détruit et il faut le reconstruire. Et j'insiste sur un point, et après je me tairai, excusez-moi, c'est que moi j'ai beaucoup travaillé de manière tellement positive avec la police de proximité et j'en voudrais toujours à
M. Sarkozy, d'avoir détruit cet outil qui était hyper positif pour la cohésion sociale et pour le vivre ensemble et pour sauver ses enfants. Et on en reparlera. Merci beaucoup, Kauter Ben Mohamed, présidente de l'association Marseille en colère. C'est une promesse que nous faisons à François Grosdidier, le maire de Metz, qui est toujours avec nous. Vous avez la parole dans un instant, évidemment, pour revenir notamment sur les moyens des travailleurs sociaux, mais pas seulement. Ce communiqué de presse qui vient de nous parvenir, d'ailleurs, du maire Vincent Jeanbrun, maire de l'Aille-les-Roses. Cette nuit, un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie à 1h30 du matin, où on a forcé sa maison avec une voiture bélier, mis le feu à son domicile, alors qu'il dormait son épouse et ses 2 enfants de 5 et 7 ans. Il est évidemment scandalisé. Il remercie tous ceux qui le soutiennent. On a essayé de le joindre. On va en reparler. Toutes ces scènes de violence qui ont émaillé encore une fois la nuit en France. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, journée spéciale. Renault. Le vrai luxe sera toujours l'espace. Nouveau Renault Espace E-Tech Full Hybride 200 chevaux, de 7 à 5 places, coffre jusqu'à 777 litres. Toujours espace, plus technologique que jamais. Avec Google intégré et plus de 50 applications disponibles, jusqu'à 1100 km d'autonomie. Découvrez nouveau Renault Espace E-Tech Full Hybride, selon version avec un plein d'essence selon données WLTP. Pensez à covoiturer. Renault. Le 17 juin dernier, le Stade Toulousain remportait son 22e titre de champion de France au terme d'une finale qui restera longtemps gravée dans nos mémoires. À l'image de ce dernier rendez-vous, nous avons vécu ensemble une saison magnifique dans les travées d'Ernest Vallon et du Stadium, marquée par 100% de rencontres à guichet fermé. Abonnez-vous dès aujourd'hui pour assister à l'intégralité des matchs à domicile de la phase régulière en Top 14 et en Champions Cup pour la saison 2023-2024. Rendez-vous sur billetterie.stadetoulousain.fr. Moi, l'été, c'est budgété. Alors quand mon téléphone me lâche juste avant les vacances, c'est un peu... Attention, cette dépense imprévue fonce droit sur nous. Mais avec une sélection de smartphones chez SFR à un super prix, j'ai plus peur de me jeter à l'eau. Pendant le shopping d'été de SFR, profitez de remises jusqu'à 200 € sur une sélection de smartphones comme le Samsung Galaxy S22. Appelez le 1090, service et appel gratuit. SFR, soyez vous. Offre soumise à condition jusqu'au 10 juillet, réservée à la nouvelle souscription d'un forfait SFR éligible avec engagement 24 mois. Sud Radio Toulouse. 101.8. Sud Radio. Leclerc. Est-ce que t'as vu que le carburant est à prix coûtant tous les vendredis, samedis et dimanches jusqu'au 13 août chez Leclerc? Non, le carburant à prix coûtant, ça c'est un joli coup de pouce pour l'été. Ah bah surtout que ça tombe pile poil pour mon départ en vacances. Et pour mes trajets de tous les jours. Et tes sorties. Et mes week-ends. Et mes visites chez les copines. Et mes courses. Défendre tout ce qui compte pour vous. Hors station autoroute et hors fuel domestique, voire modalité dans les magasins participants disposant d'une station-service. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vos balais d'essuie-glace gratuits, c'est en ce moment chez Carglass. Parfait avant vos vacances. Et oui, jusqu'au 7 juillet, si vous faites réparer votre impact ou remplacer votre vitrage, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace Bosch. Vous avez bien entendu, vos balais Bosch gratuits. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, prenez rendez-vous sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. Amazon Prime Day, c'est les 11 et 12 juillet. En profitant de 2 jours de vente flash exceptionnels sur la high-tech, cuisine, maison et plus encore, vous aurez l'impression d'avoir obtenu un Oscar. Oh waouh! Je n'ai pas préparé de discours. Je tiens à remercier mon livreur qui m'a apporté ma commande si rapidement. Les autres membres Amazon Prime. Voilà comment on devient une vraie star. Amazon Prime Day, c'est les 11 et 12 juillet. Exclusivement pour les membres Amazon Prime. Vous aussi devenez membre Prime. Voir prix et conditions sur amazon.fr/prime. Sud Radio, journée spéciale. Journée spéciale et même semaine spéciale. Nous sommes ensemble avec Cécile de Minibus jusqu'à midi sur Sud Radio. 5e nuit d'émeutes sur toute la France. Même si ça s'est légèrement calmé, qu'il y a un petit peu moins d'interpellations qu'hier et qu'a priori c'est bon signe, c'est ce que sous-entend le ministère de l'Intérieur. Il y a encore eu des dégâts un peu partout dans le pays. Nous sommes avec nos invités et avec vous au 0826 300 300. Qu'est-ce qu'il faut dire aux parents? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle loi prendre? Est-ce qu'il faut s'en prendre aux parents tout simplement et leur imposer des sanctions pénales? Vous pouvez voter sur Twitter et sur YouTube et nous appeler 0826 300 300. Nous sommes avec Philippe Pichon, commandant honoraire de la police nationale, et avec François Grosdidier, le maire d'hiver droite de la ville de Metz. Les moyens des travailleurs sociaux qui ne sont plus les mêmes et ça crée des dégâts. C'est ce que disait auparavant notre invité Kauter Ben Mohamed. Est-ce que vous confirmez? Non, c'est moins une question de moyens que d'investissement de chacun.
Les moyens, ils existent. Ça fait plus de 20 ans, 25 ans que je suis les questions de la politique de la ville. On a fait des efforts de rénovation urbaine absolument extraordinaires. Et quand c'est bien fait par les maires, c'est avec les habitants, bien sûr. On ne peut pas dire que rien n'est fait. Beaucoup plus ont été faits là que dans certains quartiers. Mais si vous faites cela sans rétablissement de la loi et de l'état de droit, le travail est vain. Il ne s'agit pas de faire l'un ou l'autre, il s'agit d'actionner les deux leviers avec la même force et en responsabilisant chacun. Les parents doivent être responsabilisés, bien sûr. J'en connais des mamans qui font ce qu'elles peuvent et qui sont totalement débordées, et là, nous devons les appuyer. J'en connais d'autres, et en très grand nombre, qui ne s'occupent pas du tout de leurs enfants, qui souvent d'ailleurs ne travaillent pas. Aujourd'hui, on verse des allocations sans aucune demande d'efforts de formation et d'insertion, alors qu'il faut aider les gens qui doivent l'être, mais il ne faut pas créer un système d'assistanat total. Même l'évolution du RMI en RSA a retiré toute exigence. Je suis dans une ville Metz où on cherche du boulot pour le bassin local, on cherche des employés, on cherche à embaucher sur le bassin local comme chez nos voisins du Luxembourg. Eh bien, on a un taux de chômage de 8% et de 30% dans certains quartiers, alors que même à la mairie, je n'arrive pas à recruter. Donc, c'est pas les moyens supplémentaires seront toujours les bienvenus. Mais le fond du problème, c'est la responsabilité de chacun. Alors, des parents, oui, elle n'est jamais mise en exergue ou trop rarement. Il faut qu'elle le soit. Qu'elle le soit davantage, vous disiez, François Grosdidier ? On l'entend plus. Alors, on a un problème de liaison. Cette responsabilité des élus. La responsabilité des acteurs sociaux, les éducateurs spé doivent être dans la rue, pas dans les salles. Les centres sociaux ils doivent être ouverts le soir également pour accueillir les jeunes et pas seulement en pleine journée. Donc tout le monde doit s'impliquer davantage et prendre pleinement sa responsabilité. Il y a des problèmes de liaison en Lorraine, mais on va vous retrouver, François Didier. Ouais. C'est une autre promesse qu'on vous fait. Cécile. Philippe Pichon, quand on voit que, par exemple, le jeune Naël n'allait plus à l'école depuis 6 mois, l'école aussi, un lieu d'intégration, forcément, beaucoup d'écoles là ont été brûlées, ce qui est une catastrophe aujourd'hui pour cette jeunesse. Il faut aussi peut-être que les éducateurs, que l'éducation nationale signale réellement et s'engage vraiment sur ces désertions de scolarité. Pendant très longtemps, vous le dites, enfin vous le suggérez, l'éducation nationale a eu un gros tabou sur ce sujet-là. Il n'était pas question non plus de faire des vagues. Et donc, si les enseignants faisaient remonter au niveau des proviseurs des informations, les proviseurs avaient beaucoup de mal à le faire remonter au niveau des rectorats et des académies. Je rebondis sur ce que dit, si vous me le permettez, monsieur le maire. Quand même, il faut rappeler que des gamins de 15-16 ans nourrissent parfois toutes les familles. Donc, il y a une forme dans ces ensembles de complicité générale, puisque on remplit le frigo. Et en effet, je partage ce point de vue. Quand on dit que les mamans ou les papas travaillent, c'est parfois faux. La maman, ou le papa sont à la maison et attendent que le frigo se remplisse par des trafics de stupéfiants, puisque le premier problème dans ces ensembles, c'est le trafic de stupéfiants. Donc on a des gamins qui, en quelques heures de chouf... Ce qui n'est pas une généralité non plus. Ce qui n'est pas une généralité. En quelques heures de chouf... Ce sont les guetteurs. Ce sont les guetteurs. On tient les murs, disent les gamins, les mineurs délinquants, et donc c'est tellement facile de remplir les frigos. Alors je dis pas que c'est une généralité. Philippe, je vous coupe, certains aussi disent qu'effectivement ils ont commencé ça quand ils étaient jeunes, mais qu'ils ne peuvent plus en sortir parce qu'ils sont menacés aussi. J'entends bien, sauf que la démonstration a été faite tout à l'heure que si tous les adultes responsables et conscients d'un même ensemble se mettent ensemble, on ne voit pas comment 5, 10, 15 ou 20% de jeunes délinquants feraient face à tout un ensemble, à tout un quartier. Donc il n'y a pas assez de pression sociale contre la délinquance. C'est ce que vous nous dites dans ces quartiers. Est-ce que vous le confirmez, que ce soit à Metz ou à Voipy, François Grosdidier, on vous a retrouvé? Oui. La pression sociale dans les quartiers. Oui, bien sûr, quels que soient les efforts des villes, il n'y a surtout pas sur cette économie parallèle aujourd'hui tous les moyens pour la combattre. J'entendais critiquer Nicolas Sarkozy, il avait une très bonne idée, ministre d'Intérieur, qui était de créer ces GIR, ces groupes d'intervention régionales, qui associent à la fois les douanes, l'inspection du travail, les services fiscaux, toutes les forces d'investigation de police ou de gendarmerie et les équipes d'action pour extirper les
l'économie souterraine de ces quartiers. C'est réellement un problème de fond, et quand vous luttez en surface, vous n'extirpez pas, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on a une explosion des drogues dures dans les différents quartiers de la ville, sur toutes les communes environnantes, et des moyens au niveau départemental très insuffisants pour lutter contre les stupéfiants, et on n'a plus suffisamment cette cette police de proximité dont on parle généralement. Les douaniers doivent descendre dans les quartiers, puisque eux peuvent fouiller les véhicules plus facilement. Eux disposent de prérogatives dont ne disposent pas les policiers ou les gendarmes. Donc effectivement, le paquet n'est pas suffisamment mis, et il faut renforcer les moyens. Et par ailleurs, on a ce problème de chaîne pénale. Moi, j'avais produit au Sénat en 2017 un rapport sur le malaise des forces de sécurité intérieure. Toutes les causes, tout le malaise, les causes du malaise sont analysées, les solutions sont esquissées pour l'essentiel et n'ont pas été mises en œuvre. Ouais, la question aussi, Philippe Pichon, c'est de se dire, c'est très bien de mettre tous ces gens en prison, mais comment on crée de la préventive? C'est le retour de la police de proximité qui serait... Je partage le point de vue de monsieur le maire. La police de proximité n'a aucun sens dès lors qu'il n'y a pas eu, je n'aime pas ce mot, mais j'en trouve pas d'autre au moment que je vous parle, de pacification du quartier, puisque la police de proximité suggère une relation normalisée, apaisée, entre la police et les citoyens. Tant qu'on n'aura pas, à minima, rétabli l'ordre et envoyé les plus gros caïds en prison, la police de proximité n'a aucun sens. Et là, pour le coup, je partage l'avis de monsieur le maire. Il avait été de bon ton par Nicolas Sarkozy de faire un peu le ménage dans ces policiers, et je pense à Toulouse notamment, de ces policiers qui jouent au football et qui étaient évidemment moins... C'était cette phrase qui a été reprochée justement très longtemps à Nicolas Sarkozy, qui s'était moqué de la police de proximité en disant un policier c'est bien, mais c'est pas fait pour jouer au football avec les enfants des quartiers. Il y a quelque chose quand même qui me dérange, c'est que j'entends parler de caïds, et il y en a sûrement, j'entends parler de dealers, mais moi, quand je regarde les images sur les réseaux sociaux, je vois des centaines et des milliers d'enfants, ce sont des enfants de 14 à 15 ans. Ils sont pas tous caïds et pas tous dealers. Il y en a même qui ont peut-être jamais touché la drogue, même s'ils l'ont vu passer. Et pourtant, c'est ce que vient de dire le procureur. Le véhicule qui a été lancé, la voiture bélier sur le domicile du maire de l'Haye-les-Roses, il a été lancé pour brûler le pavillon alors que des gens dormaient dedans. C'est pas une histoire de deal, ça, c'est presque de la sauvagerie. Vous avez raison, mais je vais être cynique et je m'en excuse auprès de nos auditeurs. Ce sont non pas les policiers qui font un travail remarquable, et je voudrais saluer l'exemplarité de mes collègues, de mes ex-collègues, ce sont précisément les caïds et les dealers qui vont rétablir l'ordre dans les banlieues. Parce que la situation échappe évidemment à toutes les autorités. Lorsque dans 2-3 jours, l'argent ne rentrera pas dans les cités, évidemment, ce sont les caïds qui vont dire aux petits, maintenant t'arrêtes tes conneries, puisque j'ai plus de quoi faire le trafic. C'était le cas de 2005 ? Ah, je le crois. Mais ça a même été le cas de plus tôt, lorsque nous, on intervenait en Seine-Saint-Denis, quand il y avait des nuits de violences urbaines, ce qu'on appelait à l'époque des violences urbaines, c'était les grands frères, je vais mettre vraiment ça entre guillemets, qui appelaient à l'ordre. Qui sifflaient la fin de la récré. Exactement. Sauf que ça veut dire que c'est pas la force publique qui va rétablir le calme, François Grosdidier. Je serais plus nuancé. On a d'abord tous ceux qui tiennent l'économie parallèle instrumentalisent aussi ces jeunes en masse qui contrôlent, parce que ce sont souvent des observateurs, ils chauffent toute la journée donc en position de guet, et ces gens ne veulent pas de services publics et encore moins de police dans les quartiers. Donc ça sert aussi à faire sortir en disant vous aurez la paix à condition que vous ne veniez pas dans le quartier ou que vous patrouillez sans regarder, et surtout que vous n'alliez pas nous chatouiller en cherchant à nous extirper du quartier par une action de tous les services d'investigation, notamment, et les services de police. Et ça, effectivement, la police de proximité, aujourd'hui, c'est beaucoup plus les polices municipales qui le font. Moi, je la déploie à Metz, et c'est absolument nécessaire, mais elle ne remplace pas. Elle permet de prendre le contact avec des gamins qui tournent mal, elle permet de responsabiliser davantage les parents. Mais il n'y a que la police nationale qui peut, et avec les douanes, avec tous les services de l'État, sortir l'économie parallèle des quartiers. Et on ne peut pas établir une société de droit dans ces quartiers si demeure cette économie souterraine. Il faut d'une part l'extirper et d'autre part avoir le dialogue avec cette population dont 99%, quelle que soit l'origine ou la religion,
aspirent à vivre bien. Et on est dans une situation vraiment paradoxale où chez moi, dans les quartiers sensibles, la population, quelle que soit son origine, se sent abandonnée par l'État, et où dans les autres quartiers, plutôt CSP+, et plus bourgeois, on enrage en disant mais qu'est-ce que vous allez reconstruire dans ces quartiers où ils cassent tout, comme s'ils étaient tous des gamins qui cassaient leur jeu dès qu'on leur offre. Oui, effectivement. Et du coup, la colère d'un côté, le désespoir de l'autre. Exactement. Combien de France sont face à face cette semaine? C'est une question qu'on pourrait se poser à Cécile. Ouais, et puis quelle solution? C'est surtout parce que tout le monde constate, on ne fait que du constat. Philippe Pichon, quelle solution? Alors d'abord, je suis pas à l'Assemblée nationale, mais la solution, elle passe par, Monsieur le maire le disait, un rétablissement ferme de l'ordre public, et après probablement d'une législation un peu différente, et notamment sur les mineurs, puisque c'était votre propos, parce que quand même, je suis pas tout à fait d'accord avec le pourcentage qui a été donné, 99%. Il a été documenté par les parquets qu'on avait quand même 5 à 10% de noyaux très durs de la délinquance. Eh bien, vous restez avec nous. Merci beaucoup, François Grosdidier, maire d'Hiver Droite de Mers. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on partira à Saint-Gratien avec Julien Bachar, qui lui prend des décisions fermes. Oui, c'est un maire en colère, un autre maire en colère qu'on va vous présenter. Il explique qu'il ne réparera pas les dégâts, la mairie ne réparera pas les dégâts dans les quartiers tant qu'on ne lui aura pas livré tout simplement l'identité de ceux qui ont cassé. On en parle avec lui dans un instant et surtout avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire aux parents, tout simplement, ou alors aux émeutiers, comment rétablir l'ordre? 0826 300 300, que vous soyez à Nice, à Metz, à Toulouse, à Bordeaux, à Paris ou n'importe où en France, on vous donne la parole sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, journée spéciale. Journée spéciale, semaine d'émeutes après la 5e nuit d'émeutes dans toute la France. Nuit un petit peu plus calme de l'aveu général, un peu moins de dégâts bien qu'il y en ait eu, un peu moins d'interpellations bien qu'il y en ait eu quand même plusieurs centaines malgré tout. On est avec Cécile de Minibus jusqu'à midi en compagnie de tous nos invités et de vous. On vous le rappelle d'ailleurs, vous nous appelez pour témoigner. 0826 300 300, nous dire ce qui s'est passé chez vous, nous dire aussi ce que vous pensez qu'il faille trouver comme solution. C'est important. On est là pour vous donner la parole sur Sud Radio. On est donc avec nos invités, Cécile. Et Philippe Pichon est avec nous, commandant honoraire de la police nationale et ancien commandant d'unité de la BAC 93. Et puis cette phrase, le seuil de tolérance est largement dépassé. C'est le maire de Saint-Gratien, le maire LR de Saint-Gratien, Julien Bachar est avec nous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio, Julien Bachar. Merci. Bienvenue. Vous avez envoyé un communiqué de presse sur lequel vous avez stipulé que effectivement le seuil de tolérance était largement dépassé et vous demandez pour payer les dégâts que les parents livrent leurs enfants ou que les citoyens livrent les noms des enfants qui ont effectivement émaillé et cassé la ville aujourd'hui. Est-ce que c'est réellement ce que vous demandez ? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai adressé une lettre dans le quartier qui a été distribuée dans toutes les boîtes aux lettres, parce qu'il me paraît indispensable que les parents et les habitants ils aient conscience de tout ce qui est fait dans ce quartier depuis des années, pas moi seulement, mais les équipes précédentes, pour qu'il y ait des structures en matière de commerce, en matière évidemment de scolarité, de domaine culturel, de petite enfance, de sportifs, d'associatifs. Et effectivement, on ne peut plus continuer comme ça quand on voit un bâtiment qui sert aux familles du quartier et qui est détruit par les enfants du quartier. C'est juste pas tolérable et on ne peut pas comprendre effectivement que les habitants nous disent tous « Ah ben on les connaît, très bien », sauf que le problème c'est qu'évidemment ils agissent masqués et qu'on a aujourd'hui aucun nom parce que c'est l'omerta dans les quartiers et clairement les collectivités ne sont plus en mesure financièrement de reconstruire à chaque fois qu'il y a des dégradations. Question Julien Bachar, quand vous dites que c'est l'omerta dans les quartiers, c'est l'omerta parce qu'il y a une forme de complicité ou c'est l'omerta parce que les gens ont peur? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Il y a évidemment des familles où les enfants participent à ces opérations et qui doivent évidemment, il doit être en tout cas restaurer l'autorité parentale, parce qu'on parle beaucoup de police, mais la vérité c'est que la meilleure des questions, ce n'est pas l'autorité de la police, c'est l'autorité parentale qui doit s'exercer. Les parents doivent garder les enfants chez eux dès lors qu'ils sont mineurs et c'est ce qui permettrait évidemment de faire cesser tous ces agissements. Philippe Pichon.
Alors, est-ce qu'il y a une antériorité sur ce... C'est ce que j'allais vous dire, monsieur le maire, bonjour. Pour votre information, mais peut-être vous auriez intérêt à prendre contact avec votre homologue de Villeneuve-la-Garenne. En mars 97, il y avait une douzaine de jeunes mineurs qui s'étaient livrés à des violences volontaires et à des dégradations sur le mobilier urbain, y compris la mairie de Villeneuve-la-Garenne. Et le maire de l'époque avait exigé du procureur de la République d'obtenir les identités des mineurs, sinon il ne restaurait pas les biens publics. Il avait fait donc la même chose. Oui, et il avait obtenu gain de cause, et donc... Une fois qu'il avait eu l'identité de ces mineurs, qu'est-ce qu'il avait fait ? Eh bien, il avait pris contact avec les parents. Les parents, pour certains, avaient mis la main à la poche. Ils avaient payé donc une partie des dégâts. C'est ça. Et sinon, le maire avait déposé plainte, évidemment, contre les individus. Et la situation s'était calmée comme ça. Très largement calmée. C'est de cela que vous vous êtes inspiré, Julien Bachar ? Non, je ne me suis pas inspiré. J'ai considéré que c'était le bon sens et que les citoyens qui payent déjà beaucoup pour des services publics dégradent de manière générale dans notre pays. Vous voyez bien l'état de l'hôpital, l'état de l'école. Aujourd'hui, les collectivités sont dans une situation financière compliquée. Et à mon avis, c'est évidemment aux casseurs et à leurs familles de payer et pas aux honnêtes citoyens qui travaillent. Et il y en a aussi dans ce quartier d'ailleurs. Et comment a été reçue cette annonce auprès de vos administrés ? Je pense que les administrés ils comprennent, et ils ne peuvent plus supporter parce qu'il y a c'est évidemment une minorité qui crée la pagaille dans ce quartier. La réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent honnêtement, avec parfois des revenus compliqués, avec des galères de transport. Et dans cette période d'inflation, pour qui la situation est de plus en plus compliquée financièrement en fin de mois. Et pour eux, on doit évidemment pas tolérer les attitudes de certains qui viennent tout brûler, ne rien respecter, au détriment d'ailleurs souvent de leur propre famille qui fréquentent ce lieu depuis de nombreuses années. Et effectivement, on ne peut pas tolérer ça. 0826 300 300. Et c'est Pierre qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Vous vouliez réagir ? Oui, je voulais réagir notamment vis-à-vis des propos de monsieur Moriti, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, lorsqu'il dit que ce sont les parents qui sont responsables. Mais ça, tout le monde le sait. Mais que peuvent faire les parents contre les réseaux sociaux ? Je pense pas grand-chose. Et que pouvons-nous faire, nous, contre les réseaux sociaux ? Vous imaginez demain un chef d'établissement où les élèves reçoivent un message en disant « foutez le feu au collège ». Comment il fait avec 4 surveillants et une dizaine de profs ? Pierre, après, l'autorité des parents, c'est aussi de confisquer les portables. J'ai des parents qui sont complètement dépassés. Ils ne savent plus quoi faire devant cette situation-là. Et ceux qui vont siffler la fin de la récré, ce sont les gens qui pourvoient en drogue les quartiers. Quand ils auront plus de fric, ils vont rentrer. Oui, c'est ça. C'est ce que disait Philippe Pichon, une réaction. Donc il faut faire une action conjuguée, police, douane et école. Parce que je suis un ancien chef d'établissement et croyez-moi qu'on sait beaucoup de choses. Mais est-ce que, on en parlait tout à l'heure, le côté pas de vague, par exemple, des enfants qui désertent l'école, est-ce qu'aujourd'hui on peut signaler sans avoir peur de signaler ? Écoutez, c'est obligatoire pour les chefs d'établissement de signaler les absences. Et il y avait une loi qui disait au bout de 4 demi-journées d'absence non motivées, on supprime les allocations familiales. C'était une loi bien précise. Et 0826. Et il faut dire aussi que ces réseaux sociaux trouvent quand même un certain appui de la part de certains partis politiques. Quel parti vous visez ? Écoutez, je pense que l'extrême gauche à l'Assemblée nationale devrait quand même prendre ses responsabilités face à ça. Merci beaucoup pour votre appel. D'ailleurs, Olivier Faure s'est désolidarisé de Jean-Luc Mélenchon. Le premier secrétaire du Parti Socialiste. Absolument. Voilà. Merci Alors, Pierre. À mon avis, ce n'est pas des personnes politiques, ce sont des raisonneurs. 0826 300 300. Merci beaucoup Pierre de nous avoir appelé depuis Perpignan. Faites attention à vous si vous sortez quand même la nuit, c'est important. Inès nous appelle également des Hauts-de-Seine. Bonjour à vous Inès. Oui, bonjour. Bienvenue. Inès. Merci. Donc voilà, je suis française d'origine algérienne
Et je suis maman de 3 enfants, donc ma grande elle a 10 ans. Et je pense que mes enfants demain ne feront jamais ça parce que je transmets l'amour de la France à mes enfants. La France n'est pas raciste. Ce qui s'est passé, la mort de Naël, c'est quelque chose de dramatique. Mais c'est pas les policiers, c'est un policier. Donc il faut absolument faire la différence. Je rappelle à ma communauté que dans l'affaire de Mera, le frère de Mera a été défendu par Dupond-Moretti, donc le ministre actuel, le garde des Sceaux. Donc la France n'est pas raciste. Donc il faut absolument rester neutre dans cette affaire et plaider pour pacifier les esprits. Donc j'appelle les journalistes, j'appelle tout le monde pour pacifier les esprits. Et je dis à ma communauté que vous avez de la chance d'être en France. Donc j'espère que les parents, que certains parents m'écoutent et il faut absolument faire quelque chose parce qu'on a peur. Hein. Moi hier j'ai travaillé le soir avec la boule au ventre parce que j'ai 3 enfants et quand on est maman c'est pas évident. Ouais. Et ils veulent sortir ou pas vos enfants? Ils ont quel âge d'abord? J'ai 6 ans, ça va 8 encore, ans et 10 ans. Oui, non. Ils vous en disent quoi, ces enfants? De ce qu'ils voient, des scènes, on en parle à la télé, on en parle entre nous par exemple. Comment ils en parlent? Mon fils de 8 ans, il m'a appelé, il m'a dit maman, est-ce que ça va? Parce qu'il y a des voyous qui mettent le feu. Et j'ai pas répondu, j'ai pas voulu lui expliquer parce que je savais pas quoi dire. Il est tellement jeune que je veux pas faire la... Voilà. Et quand on parle d'Algérie, malheureusement, on va toujours vous parler de la guerre d'Algérie. Mais ça fait partie de l'histoire. Il faut savoir tourner la page pour transmettre la paix. Oui, je vous écoute. Inès, quel rapport ont-ils ces enfants avec les réseaux sociaux, par exemple? On en parlait il y a quelques instants. Est-ce qu'ils ont des portables? Est-ce qu'ils ont accès? Ils ont des comptes? Mes enfants? Oui. Ah non, mais certainement pas. Moi, c'est un peu le bras de fer pour les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est très important. Après, il y avait une éducatrice qui a intervenu tout à l'heure et elle a dit quelque chose de pas faux. Moi, je crois qu'un parent, aujourd'hui, ne peut pas empêcher un enfant de 16-17 ans de sortir parce qu'il va appeler les services sociaux et tout de suite, il sera placé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut laisser un peu le pouvoir aux enfants pour... le pouvoir aux parents pour pouvoir faire quelque chose parce que je pense que certains parents sont démunis. Il ne faut pas leur laisser, il faut qu'ils le prennent, Inès. C'est ça la différence. Oui, mais ce que je disais, c'est un enfant de 17 ans, s'il appelle les services sociaux, parce que son parent ne le laisse pas sortir, vous savez très bien comment ça se passe en France. Effectivement. Merci beaucoup Inès pour votre appel au 0826 300 300 et puis prenez soin de vous, faites attention à vous quand même, pareil ce soir quand vous serez dans la rue ou quand vous rentrerez ou quand vous irez au travail, faites très attention à vous. Vous tous qui nous écoutez, c'est le même numéro qu'Inès, c'est le même numéro que Pierre également, 0826 300 300. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faille faire? 0826 300 300. On reste avec Philippe Pichon, notre invité. On remercie également notre autre invité qui va nous quitter, qui était avec nous il y a quelques instants, Julien Bachar, maire Les Républicains de Saint-Gratien. Il est 10h57 sur Sud Radio, journée spéciale, semaine spéciale, tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, ce qu'on a entendu également. Tiens, un autre maire a été visé par des jeunes de sa ville, c'était il y a quelques jours, écoutez. Tu es le maire! Tuer le maire, ça c'était le maire Reconquête de Sannois. Il sera notre invité dans quelques dizaines de minutes pour nous dire comment il a tenu tête à des voyous devant sa mairie pour éviter qu'elle soit incendiée. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, journée spéciale. C'est une matinée, une journée spéciale. Effectivement, on va revenir sur les événements depuis 5 nuits. Hier, plus calme selon le ministre de l'Intérieur. Et pourtant, énormément d'arrestations. Il s'est passé beaucoup de choses encore dans les mairies. Avec nous, pour en parler jusqu'à midi, Philippe Pichon, commandant honoraire de police nationale et ancien commandant d'unité de la BAC 93. Vous voulez réagir? Si vous avez vu quelque chose, vous avez été témoin, vous voulez en parler ou juste débattre avec nous, 0826 300 300. Et direction Sannois avec Bernard Jamet, maire de Sannois, qui a tenu tête aux émeutiers devant sa mairie cette semaine. On va le rejoindre dans quelques instants, effectivement, puisqu'on a eu un problème de liaison. Quoi qu'il en soit, beaucoup d'histoires aussi en Ile-de-France et c'est important d'en parler. À l'instant, la première ministre Elisabeth Borne qui condamne ces faits intolérables. Elle parle de la tentative d'assassinat, c'est ainsi qu'elle a été qualifiée, des émeutiers qui ont visé le maire de l'Haye-les-Roses en envoyant une voiture bélier incendiée dans son domicile alors qu'il dormait.
laissé sa femme et ses 2 enfants en bas âge. Sa femme d'ailleurs est toujours hospitalisée. Le maire va bien mais il est à son chevet. On est dans cette situation en ce moment. Comment endiguer la violence surtout et que faire face à un déchaînement qui semble de plus en plus sauvage alors qu'il émane d'enfants de plus en plus jeunes. C'est ce qu'on essaye aussi de voir avec notre invité Philippe Pichon qui est commandant honoraire de la police nationale. Vous êtes toujours avec nous Philippe. Oui. C'est pas la première fois que ça arrive, nous disiez-vous. Malgré tout, il y a quand même des précédents. Des précédents d'une part, mais aussi une escalade. Absolument. Je suis venu pour vous dire également, pour vous donner un ordre d'idée, on nous parle souvent des mortiers, vous savez, des mortiers. Ouais, des mortiers, oui. Alors des mortiers de feu d'artifice, c'est ça. Hein, que c'était assez nouveau. Enfin bon, j'ai sous les yeux un document d'août 1998 où les fonctionnaires de police se font agresser à coups de mortier. En Seine-Saint-Denis, et plus exactement à Romainville. Donc vous voyez, 98-2023, ça veut dire que l'escalade, elle est quand même relative, et que dès 98, on aurait dû sévir sur ces pratiques assez insupportables. Mais sauf que bon, pardon, mais la sécurité, ça fait quand même un moment qu'on en parle. Rappelez-vous la campagne présidentielle de 2002. On avait accusé TF1 d'avoir fait passer Jean-Marie Le Pen au second tour en parlant de l'insécurité. L'insécurité existe depuis très longtemps, ça c'est pas le problème. Pourtant, on a l'impression que ça se dégrade. On est d'accord, mais 1979, pardon de faire un peu de sociologie, Vaux-en-Velin, vous êtes trop jeune, vous en rappelez pas, mais les sociologues déjà, Baudy-Gendreau, Rocher, et même une commissaire de police, dont vous vous rappelez peut-être, qui s'appelait Lucien Bruitronc, avait alerté, et je crois qu'en effet, le mot d'escalade, mais ça va, c'est une escalade exponentielle alors, et donc depuis, on n'a pas pris de mesures assez drastiques pour endiguer le phénomène. Philippe Pichon, est-ce qu'à un moment donné, plus personne ne voudra devenir policier? Est-ce qu'il y a, on voit dans les écoles de police, oui, est-ce qu'on voit que les effectifs réduisent sur le salaire, sur plein de sujets, et comment il va falloir remotiver aussi, parce qu'une police est importante aussi. Vous avez raison, et c'est pas à la réserviste de police que vous êtes que je vais apprendre ça. Il y a même des démissions maintenant, des ruptures conventionnelles. Tous les gardiens de la paix, officiers, commissaires, qui, au milieu de leur carrière, au début de leur carrière ou à la fin de leur carrière, démissionnent. Le recrutement est de plus en plus difficile. Donc vous avez raison, on ne pourra certainement pas revaloriser les salaires, ou du moins sporadiquement, puisque comme vous le savez, c'est une grille de la fonction publique. Donc vous avez raison, ça va être un vrai sujet. Je me permets de vous indiquer que, et je ne le citerai pas, à la demande d'un syndicat de police, les fonctionnaires, notamment du 92, ont été amenés à déposer leurs armes dans les coffres-forts pour demander à l'administration une meilleure formation pour éviter ce que vous savez à Nanterre. Absolument. Ah oui, donc c'est quand même un vent de colère qui souffle au sein des rangs de la police. Justifié, colère justifiée, puisque du coup... Est-ce que ça veut dire qu'il y a en ce moment des policiers qui refusent d'interpeller ou alors de mettre fin à des méfaits parce qu'ils trouvent injuste le sort qui serait réservé à celui de leur collègue qui a tué le jeune Naël? Alors non et non, parce que je connais trop mes anciens collègues pour savoir que s'il faut aller à l'interpellation, il serait plutôt 2 fois par temps qu'une, mais il y a des instructions certes fermes, mais parfois un peu diffuses, et que les interpellations dont on parle, je suis pas sûr qu'elles fassent tout l'objet. Vous avez cité 500 interpellations. Je suis 700, à peu 700 près. interpellations. Je suis pas sûr que les 700 interpellations aboutissent à... Évidemment. Et ça, ce ne sera pas la faute de la police, d'ailleurs. Absolument. Est-ce que vous pensez, après ce qu'a dit le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, que derrière, la réponse pénale sera forte et sera dissuasive? Alors, le garde des Sceaux peut éventuellement donner des instructions au procureur. Je crois que c'est ce qu'il a fait. C'est ça, mais en aucune manière... c'est pas le procureur qui juge. Voilà. Ce sont les juges du siège qui vont faire leur affaire. Je vais donner un chiffre, si vous me le permettez. L'année passée, il y a eu 5 millions de procédures pénales. Sur les 5 millions de procédures pénales, entre les parquets et la juridiction du siège, il y a eu 500 000 dossiers. Est-ce que vous êtes d'accord dans ce cas-là avec ce syndicat de policiers aujourd'hui, le syndicat Alliance, qui avait fait scandale il y a un peu plus d'1 an, en disant le problème de la police, c'est la justice. Je vais plus loin, parce que ce même syndicat, avec l'UNSA Police, a publié ce week-end un communiqué qui fait scandale, dans lequel... Qui a été retiré. Qui a été retiré, mais dans lequel il parlait de nuisibles. Les nuisibles étant les mineurs délinquants, dans lequel il disait que c'était une situation de guerre. Qu'il ait été retiré ou pas, ce communiqué qui a fait scandale, c'est l'un des principaux syndicats de la police. Est-ce que c'est ce que pensent les policiers en France? Le secrétaire général du dit syndicat a également retiré ses propos de tribune sur le problème de la police, c'est la justice, pour lui rendre hommage, parce que c'est un homme que j'aime beaucoup. Et ça fait plusieurs fois qu'il tient des propos qui sont virulents et qu'ensuite il les retire sous la
viennent pression. du cœur et des tripes. Bien sûr, mais donc est-ce que c'est ça qu'il y a dans le cœur et les tripes des policiers, des nuisibles contre lesquels on est en guerre? Je suis obligé de vous dire oui. Parce que déjà la chaîne pénale, comme vous l'appelez, enfin comme certains journalistes l'appellent ou comme les policiers, ne marche plus du tout. Malgré les appels à travailler de Monsieur Dupond-Moretti, qui par ailleurs a été un très grand avocat et qui sait que parfois même ce sont les avocats eux-mêmes qui tentent des procédures dilatoires pour arrêter la célérité de la justice. Donc il y a un vrai sujet de célérité de la justice. Je vais vous donner un exemple. Trop d'idéologie peut-être? Également, oui. Puisque, comme vous le savez, le syndicat de la magistrature, qui est plus proche quand même de Jean-Luc Mélenchon que de Charles Pasqua. Plus marqué à gauche. C'est ça. Et donc, à l'école nationale de la magistrature, l'idéologie, non pas dominante, mais enfin, qui est quand même dans les couloirs et sur les estrades, est quand même très à gauche. Il existe un autre syndicat de la magistrature, comme vous le savez, mais dont le poids médiatique, en tous les cas, est moins important. 0826 300 300 au fil dans la Haute-Garonne, à Toulouse, dans la ville rose qui nous est chère sur Sud Radio. On retrouve Jeanne. Bonjour à vous, ma chère Jeanne. Bonjour Jeanne. Alors, on va retrouver Jeanne dans quelques instants sur Sud Radio. Avant ça, j'aimerais qu'on vienne sur d'autres propos qui ont pu être tenus et qui ont fait scandale également cette semaine. Des propos notamment de la députée écologiste Sandrine Rousseau. Quand elle voyait des pillages, elle disait qu'il fallait s'interroger sur les raisons sociales des pillages. En d'autres termes, elle disait mais c'est pas la violence ni la délinquance qui crée les pillages, c'est la pauvreté. Ouais. Elle s'est fait insulter ensuite par d'autres élus. On ne va pas reprendre les insultes, on n'est pas là pour ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays qui répondent aux policiers, mais c'est un problème de pauvreté avant tout? Je n'en ai jamais connu, et d'ailleurs, cette hypothèse des raisons économiques de la délinquance avait été écartée très rapidement dans les années 90 par des études encore sociologiques. Et puis, mais tous les commerces qui sont pillés sont rarement alimentaires, ça vous a pas échappé, mais plutôt vestimentaires, je cite pas les marques pour des raisons électroniques, etc. Et donc, rares sont... Ce que je suis plus sur le terrain. Ce que j'ai vu, il y a très peu de picards qui ont été des vendangésiers. En tout cas, pour la nourriture, non. Oui, ça, c'est clair. On peut peut-être citer une autre marque au cas où vous soyez... Ah non, c'est... non, mais on aurait pu... Ce sont les supermarchés. C'est ce que je veux dire. Voilà, vous inquiétez pas pour ça. Ceci dit, on a parlé beaucoup de magasins Micromania qui ont été dévalisés. Ça peut pas être de la pub. Ils sont vides, ils sont pillés en ce moment. Donc, de toute façon, ça posera pas plus de problèmes que ça n'en résoudra d'en parler. Restez avec nous sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre ville? Et 0826 300 300, peut-être qu'on peut aller tout de suite à Toulouse dans ce cas-là, puisque Jeanne finalement est arrivée. Bonjour à vous, ma chère Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Qu'est-ce qui s'est passé à Toulouse d'abord chez vous? C'est la première question que je vous pose cette nuit. Bon, ce qui s'est passé à Toulouse, c'est un peu comme dans toutes les grandes villes. La violence est très menaçante. Il y a quand même un climat stressant et puis inquiétant. Mais ce qui m'a fait vous appeler, c'est que depuis quelques jours, et depuis la mort de Yael en plus, mais bon, c'était de toute façon récurrent, nous n'entendons parler que de maman responsable. Nous n'avons de témoignages pratiquement que de mamans qui sont très culpabilisées au fond, puisque toute culture mélangée, mais pour certaines cultures c'est encore plus compliqué parce que si elles ne tiennent pas leur enfant, elles se font taper dessus à la maison. Donc où sont les papas, c'est ça Jeanne? Où sont les papas? Voilà. Alors vous allez vous promener dans les villes, les bancs publics en sont bondés. Alors il y a une vidéo qui circule, qui a fait le buzz, où un papa va récupérer son enfant par les oreilles, et il le met dans le coffre pour vous dire que c'est... Oui, non, alors ça bien évidemment que c'est intolérable, mais il y a d'autres associations qui s'occupent de ça aussi. Mon message n'est pas particulièrement féministe. Je pense que vraiment il faut que les pères prennent leurs responsabilités aussi, soient convoqués aussi. Ce sont toujours les mamans qui sont convoqués, qui vont au rendez-vous scolaire parce que leur enfant est dissipé. J'ai connu, mais à vraiment à faible niveau, l'adolescence en tant que maman seule. Et c'était toujours la maman. Il y en a un qui est content d'entendre ce que vous dites en ce moment, Jeanne. Je pense que d'une manière générale, en plus, c'est comme ça, je crois. Les enfants craignent plus leur père. Oui.
Mais Philippe Pichon acquiesce depuis le début de votre propos, sachez-le, Jeanne. En tout cas, il est toujours avec nous, Philippe Pichon. Notre invité, qui est policier, commandant honoraire de la police nationale. Où sont les pères, Philippe Pichon, nous dit Jeanne? On se disait, bonjour Jeanne. Restez avec nous, Jeanne. On se disait hors antenne, je faisais remarquer que ce sont les mamans qui allaient nous sortir de cette très mauvaise passe, parce qu'en effet, ce qu'on constatait nous en opération, c'est que les papas étaient rarement dans les commissariats lorsqu'il s'agissait de revenir chercher ils sont plus démissionnaires. Les mineurs délinquants, et que les papas sont plus démissionnaires. Vous restez avec nous, on part à Montélimar avec Stéphane. Stéphane, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Une réaction peut-être? Oui, bonjour. Une réaction très simple. C'est sans doute la solution. Il y a sans doute plusieurs facteurs et plusieurs solutions. Mais vous avez une piste? Pour moi, quelque chose qui serait bien déjà pour que les gens, pour que les jeunes aient un petit peu une idée de ce qu'est la République et de ce qu'est l'Europe, puisqu'on est censé être en Europe. C'est un retour à un service type service militaire. Il y a le SNU qui existe, le service national universel. Oui, mais on est sur une durée qui est très courte. Moi, je suis d'une époque où on a fait le service militaire et où ça permettait un petit peu de recadrer certaines personnes et de nous faire comprendre qu'on était en société. Ouais. Jeanne, quand vous entendez ce que dit Stéphane, est-ce que vous qui avez des enfants, est-ce que vous estimez que le service militaire peut servir à quelque chose? Franchement, je pense que c'est un autre débat. Oui. Actuellement, il y a vraiment un gros problème. C'est une urgence. Le service militaire, oui, pourquoi pas. Ça permettait à certains de sortir un peu de la pauvreté, de passer le permis de conduire, d'avoir c'était une vraie mixité sociale. Et ce que dit Stéphane par rapport au drapeau, par exemple? Oui, alors bien sûr que j'ai aussi, je pense aussi parfois que quand on vient en France, on doit accepter les lois de la France, bien évidemment, et que là-dessus, tous nos politiques, et depuis très longtemps, sont des lâches. Parce que à des buts électoraux, de toute façon, personne n'en est dupe. Moi, je suis dans un milieu, pas de précarité, donc on voit bien ce qui se passe et on a des discussions. Jeanne, juste une toute petite question. Est-ce que vos enfants, à l'école, il y a des problèmes aussi autour de chez vous? Alors mes enfants sont grands maintenant, ils ont 30 ans. J'ai 2 garçons et à l'époque, ils étaient au lycée à Toulouse. Les bêtises commençaient au collège, évidemment, l'indiscipline, normal, c'est plus rigolo d'être avec les rigolos. Et pour autant, j'ai fait tout ce que j'ai pu, bien que leur père était acteur financier, on va dire. C'était déjà beaucoup. Donc mes enfants bénéficiaient de stages de sport, et dans un milieu quand même où on parle, où on analyse, où on... Voilà. Mais je me souviens d'une convocation au collège, justement par un professeur, puisque mon fils était disciplé. Ouais. Et j'étais dans le couloir et porte ouverte, le tribunal des profs engueulait la maman d'un élève parce qu'elle le tenait pas, parce que si, parce que là, parce qu'il faisait rien, etc. Donc moi, je me suis pas gênée pour leur dire que d'abord on fermait une porte et qu'ensuite j'étais pas au tribunal, pas d'élèves, pas de profs non plus. Voilà. Et je crois que tout le monde doit se remettre en question. C'est pas. Mais je suis évidemment. Ce qui m'a fait réagir, c'est d'entendre que des femmes et que des mamans. Vous avez raison, mais tiens, on va donner la parole aux hommes aussi sur Sud Radio. Quoi qu'il en soit, merci. Je ne stigmatise pas les pères. On n'a pas dit ça. On a bien compris. Vous excusez pas de parler, parlons merci, vrai. Jeanne. Sur Sud Radio, vous avez raison de poser vos questions. Merci à Stéphane de nous avoir appelé depuis Montélimar et à Jeanne depuis Toulouse au 0826 300 300. Même numéro pour tous les autres. Tiens, on fera un tour à Marseille dans quelques instants, d'où nous appelle Delphine. On est toujours avec Philippe Pichon, qui est commandant honoraire de la police nationale. On est ensemble jusqu'à midi. Qu'est-ce qui a brûlé chez vous? Qu'est-ce qu'il faut dire aux parents et qu'est-ce qu'il faut faire des enfants? C'est une des questions qu'on se pose. En tout cas, on se retrouve dans un instant avec Cécile de Ménibus. À tout de suite.
Sud Radio, journée spéciale. Journée spéciale au terme de cette semaine spéciale qui malheureusement n'est d'ailleurs pas terminée. 5 nuits d'émeutes en France, 700 interpellations à peu près cette nuit. Une nuit qui est un peu plus calme que d'habitude, en tout cas que les précédentes. C'est ce que dit le ministère de l'Intérieur. On en parle, on fait l'état des lieux, l'étendue des dégâts, on dresse les solutions avec Cécile de Ménibus jusqu'à midi, avec vous au 0826 300 300 et avec nos invités. Cécile. Philippe Pichon est avec nous, un commandant honoraire de police nationale et ancien commandant d'unité de la BAC 93. Pas mal d'appels au standard 0826 300 300. On va y revenir dans quelques instants. Philippe Pichon, juste avant, est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants aujourd'hui qui ont été interpellés? On parle beaucoup de bandes organisées. Est-ce qu'à un moment donné, on peut écarter cette excuse de minorité? Oui, à partir de 16 ans, un jour, les chefs de juridiction ou les magistrats du siège ont la possibilité d'écarter l'excuse de minorité pour des infractions graves, là il n'y a pas de sujet, et les condamner. Là ça rentre dans le cadre. Oui, et elle est condamnée pour des infractions graves. Hein. Celui qui se met à courir à la vue des policiers, ça ne sera même pas poursuivi. On peut donc écarter l'excuse de minorité, ça veut dire des jugements très rapprochés de la temps de commission d'infraction. Et puis on pourrait imaginer des dispositifs un peu différents. Vous le disiez d'ailleurs, on a pléthore d'associations qui ont été grassement fournies par nos impôts et par le gouvernement plus généralement, enfin par les finances publiques. On pourrait imaginer des dispositifs un peu exceptionnels, aller défricher les forêts, aller s'occuper des bords des autoroutes, etc., etc. Parce qu'on a des gens pour les encadrer. Pour les encadrer, il faut. Oui, c'est ça. C'est le rôle de la PJJ, de la protection judiciaire de la jeunesse. Et puis travaux d'intérêt général. C'est ça. Voilà, tout simplement. Voilà. 0826 300 300 dans le Jura avec Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Cécile. Bienvenue. Eh bien, je vais vous dire, c'est la première fois que j'écoute votre radio et je vous trouve vraiment super. Depuis ce matin, je vous écoute. Merci beaucoup. C'est Jean-Marie Bordry, c'est ce talent. C'est ça, avec Cécile, c'est plus facile. Jacques, merci de nous écouter en tout cas. Une réaction peut-être de ce que vous avez entendu? Vous savez, depuis plusieurs jours, j'écoute, je regarde, et il faut revenir quand même à la base de ce foutu bordel quand même. C'est quand même enfin, je dirais pas l'assassinat, le meurtre de Naël. Hein, moi, je vais dire les choses qu'elle. Et c'est peut-être dur ce que je vais dire. Ça va peut-être être mal pris. Mais vous êtes sur Sud Radio, parlons vrai. Vous avez le droit de le dire. Non, mais moi j'assume. À l'origine, c'est quand même la mort de ce gamin de 17 ans. Qui était à l'origine dans une voiture qui était en location. Alors louée par qui, on ne sait pas encore. Il se trouvait une heure quand même assez tôt du matin hors de ses parents. Et moi, je voudrais dire à la mère de Naël, à qui je présente mes condoléances, la première responsable, c'est elle. C'est dur à dire, mais c'est elle. Alors après, ça a créé des émeutes, ceci, cela. Tout est venu de là, de ce détail, entre parenthèses. De cette étincelle. De cette étincelle. Mais si la mère est comme le disait Dupond-Moretti hier, que j'ai bien écouté, si la mère ou la famille avait dit à ce gamin tu es chez moi ce matin, tu bouges pas, tu vas voir ta grand-mère. Et s'il l'avait écouté aussi, parce que c'est pas évident. Hein. Oui. Ah non, mais alors là, je vais vous dire, loin de là de lui faire un reproche, mais ça veut dire que le cercle familial est hyper important. Oui. Vous savez, moi j'ai 67 ans. Quand j'étais gamin, donc ça remonte à quelques paires d'années quand même, nos parents, nos mères, nos pères, nos voisins, quand ils voyaient un ou deux petits gars faire une connerie, je peux vous dire que ça ne durait pas 8 jours. Ouais, c'est ce qu'on se disait par rapport l'importance du voisinage. Jacques, vous restez avec nous, 0826 300 300. Delphine est avec nous. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir Bienvenue, sur Delphine. votre antenne. Bienvenue. Merci. Alors, je vous appelle, c'est juste pour réagir suite à l'intervention d'un maire tout à l'heure qui disait d'attendre d'avoir les noms des personnes qui ont participé au pillage ces 5 dernières nuits pour mettre en place en fait les réparations. Alors moi, je me pose la question par rapport à ces jeunes qui ont quand même perpétré plein de pillages ces 5 nuits dernières. Pourquoi on les mettrait pas dans des petits groupes chapeautés par des médiateurs sociaux pour justement réparer les dégâts qu'ils ont commis et leur faire prendre conscience des conséquences de leurs actes en fait. Et du coup, il y aurait quand même un sens derrière.
Pour des jeunes qui sont qui ont 12, 14 ans, il y a encore des choses à faire. C'est pas rien n'est fichu. Alors c'est pas si facile, Delphine, parce que d'abord il faut les identifier. Qui a fait quoi, c'est compliqué. Mais après une fois qu'on les a identifiés, on a quand même interpellé certains jeunes. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Que font les policiers quand ils les ont mis en garde à vue? On va les sermonner et après qu'est-ce qui se passe? Ça c'est une vraie question. Quittez pas Delphine. C'est une vraie question, Jean-Marie et Philippe Pichon. Il y a eu à peu près, on est quoi, près de 2000 interpellations depuis 5 jours. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces jeunes? Sur les 2000 interpellations, les suites judiciaires pour une grande majorité d'entre elles seront inconséquentes, puisqu'on estimera que les infractions sont insuffisamment caractérisées, que pour d'autres il y aura peut-être quelques problèmes de procédure, et donc sur les 2000 interpellations, allez, je gage qu'il y a 200 procédures, donc 10%. Qui partiront du parquet vers les jugements d'instruction, et au niveau des 200 que je garde, il y aura vraisemblablement 10% de ces mêmes procédures qui seront définitivement condamnées. Allez, restez avec nous sur Sud Radio, on se retrouve dans quelques Jacques, instants. Merci Delphine. Merci à Jacques, et merci à Delphine de nous avoir appelé au 0826 300 300, même numéro pour vous tous qui nous écoutez pour prendre la parole. On est toujours avec notre invité Philippe Pichon, nos autres invités qui arrivent petit à petit. Reda Didi, fondateur de l'association Graines de France, bienvenue à vous sur Sud Radio. Et dans un instant aussi, Bernard Jamet, il est maire de Reconquête. Il est maire Reconquête de la ville de Sannois. Il a tenu tête aux émeutiers devant sa mairie. On a entendu ce qu'il disait: tue le maire, tue-le. On va en parler avec lui dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, journée spéciale. Journée spéciale au terme de cette semaine spéciale qui est terminée mais qui va recommencer à partir de demain. 5 nuits d'émeutes, 700 interpellations à peu près cette nuit. Chiffre en légère baisse, une situation qui se calme un peu. Pourtant les dégâts sont énormes. Les histoires sont souvent déchirantes. On va en parler. Nous sommes avec nos invités. Philippe Pichon qui est commandant honoraire de la police nationale. Nous sommes également avec Reda Didi qui nous a rejoint, fondateur de l'association Graines de France. Avec vous tous au 0826 300 300. Vous nous appelez, vous prenez la parole sur Sud Radio. La parole est libre, on vous la donne. Parlons vrai. Nous sommes aussi avec notre invité que nous rejoignons tout de suite. C'est Bernard Jamet. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le maire Reconquête de la ville de Sannois. C'est juste à côté de Saint-Gratien. On a eu le maire de Saint-Gratien il n'y a pas longtemps. Oui, il vient de m'appeler, il me l'a dit. Exactement. Votre voisin était là aussi. Si on vous a invité, Bernard Jamet, c'est parce que cette semaine, vous avez tenu tête aux émeutiers qui voulaient s'en prendre à votre mairie. C'était en pleine nuit. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Et voilà ce qu'on entend de la part des émeutiers lorsqu'ils sont confrontés à vous devant la porte de la mairie. Écoutez. Tu es le maire. Voilà, tu es le maire. Tuez-le. Casse-toi de la mairie, sale pute. Tu es le maire, casse-toi de la mairie, sale pute, pardon de le redire, mais c'est important quand même, parce qu'on voit bien que l'écharpe tricolore n'inspire pas le plus grand respect. Est-ce que vous avez eu peur d'abord ? Non, je n'ai pas eu peur à aucun moment. Il faut vous dire que le soir de mon élection, le 31 mars 2014, quand j'ai gagné les élections, j'ai dit à mon épouse: écoute chérie, il faut que tu saches que j'arrive maire dans la période la plus difficile de l'histoire de France depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc je savais très bien ce qui se passerait un jour. Donc j'étais prêt intellectuellement. Mais est-ce que vous avez déjà été menacé ? Oui, bien sûr, mais de parole. Mais vous savez, je suis quelqu'un de proximité. Je n'ai pas la langue dans ma poche. Donc, quand il y a des menaces, je réponds. Et puis, j'ai également beaucoup d'humour. Donc, ça me permet de dédramatiser certaines situations. Mais revenons quand même sur cette scène. Du coup, vous avez quelques dizaines d'émeutiers. Ils ont quel âge, quoi ? 14 ans à peu près ? Non. Alors là, je masquerai en faux. Pour la plupart, c'était des adultes. Moi, alors évidemment, je suis pas très physionomiste. Et puis, j'ai bien vu que c'était hyper costaud et que c'était plutôt des jeunes de 18, 22, 23 ans. Plutôt majeurs, en tout cas. Plutôt majeurs, à mon avis, 2 tiers majeurs, 1 tiers mineur. Ok. Une fois qu'on a dit ça, ils sont devant vous, ils veulent entrer, ils veulent brûler probablement la mairie. C'est arrivé un peu partout dans le pays. Vous êtes devant, vous leur dites quoi ? Alors, écoutez, j'arrive en courant parce que je suis prévenu par mon ami Yannick Boedek, qui est le président de l'Aglo, que les groupes... En plus, j'avais déjà prévenu Boedek que des groupes venaient parce qu'une amie m'avait appelé pour me dire qu'il y avait des gens qui étaient avec des bonbonnes. Mais je ne pensais pas qu'ils étaient devant la mairie. Et Yannick Boedek m'appelle en me disant « Écoute, ils sont devant ta mairie ».
Donc, comme j'habite juste à côté de la mairie, j'ai chaussé mes baskets et puis je suis arrivé en courant. Et là, au moment où j'arrive, il y a des jeunes qui sont avec une barrière de police et ils ont éventré la porte de la mairie. Certains sont rentrés dedans, mais je ne les vois pas, mais j'entends quand même des gens qui sont dans la mairie. Ils ont jeté sur les murs et sur le sol de l'essence. Ça, je ne le sais qu'après, quand je sens l'essence après. Là, je ne sais pas. Mais immédiatement, je fais face à des jeunes. J'en bouscule un ou deux. Et il y en a une quarantaine devant moi. J'en vois une quarantaine. Il y a d'ailleurs un mortier qui a failli m'atteindre. Et immédiatement, je crie « Pas la mairie !» Pas la mairie, pas la mairie, c'est un symbole républicain, on ne touche pas à un symbole républicain. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, parce que le voilà, on va tuer le maire, je ne l'ai pas entendu moi. Moi je ne l'ai pas entendu, on ne l'entend qu'après sur la vidéo. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a deux choses importantes. Il y a on va tuer le maire, mais il y a le wallah. C'est-à-dire que on tue le maire au nom d'une idéologie, on tue le maire au nom d'une religion. Et je reviendrai tout à l'heure dessus parce que c'est très important. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a sans doute un des jeunes qui m'a reconnu. Alors, est-ce qu'il m'a reconnu en tant que maire? Oui, parce qu'il a dit c'est le maire. Mais je pense qu'il m'a également reconnu en tant qu'ancien directeur d'école. Parce que moi j'ai un statut un peu particulier à ça. Vous avez laissé des souvenirs, quoi. Mais je pense qu'il n'y a pas un seul élève qui a été dans ma classe qui peut dire que j'ai eu un propos raciste ou une attitude raciste. Donc vous êtes respecté malgré ce qu'on vient d'entendre dans la vidéo. Je le pense. Alors évidemment que ces jeunes sont dans l'incompréhension. D'abord parce qu'ils sont incultes. Il faut le dire, ils sont incultes. Il y a une grande inculture. Et ils ne comprennent pas pourquoi j'ai soutenu Éric Zemmour. Et pourquoi je suis reconquête. Ils n'arrivent pas à le comprendre. Mais parce qu'ils sont d'une grande inculture. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il n'y a pas un soupçon de racisme dans le parti Reconquête. Mais il n'y a pas un soupçon. Alors ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, vous l'aurez dit et vous avez tenu à le dire. Mais je tiens à leur dire, parce que je suis même prêt à les rencontrer pour leur expliquer. Et en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ne font pas la distinction, et c'est ça qu'il faut leur dire, ils ne font pas la distinction entre la spiritualité de l'islam et la temporalité de l'islam. L'islam, évidemment, j'ai un grand respect pour la spiritualité et pour la foi, mais la temporalité, elle doit disparaître. Voyez, et comme ça fait des lustres et des lustres, qu'on a des gouvernants qui, par laxisme, par peur, par manque de courage, ne voient pas arriver qu'il y a une nation qui est en train de se constituer dans la nation, eh bien forcément... Pour vous, le problème est religieux, en tout cas, on l'aura compris. J'aimerais qu'on donne la parole à notre autre invité. Pas religieux dans le sens spirituel. Hein. J'ai compris, j'ai compris en tout cas. Juste pour finir, aucune dégradation à la mairie finalement? Alors très peu, à part la porte, et puis ils ont mis en l'air les ordinateurs, ils n'ont rien volé. Bon, bah, c'est déjà ça. À ma connaissance, ils n'ont rien volé, de toute façon ils n'ont pas eu le temps. Parce que je suis arrivé vraiment 30 secondes après qu'ils ont pénétré dans la mairie. Donc ils n'ont pas eu le temps de voler. Et puis ce qui m'a sauvé aussi quelque part, et ce qui a sauvé la mairie, c'est que la police nationale et la police municipale sont arrivés assez vite. Alors j'ai du mal à dire, là, ma chef de policier me disait qu'ils sont arrivés 4 minutes après mon intervention. Mais bon, ça va tellement vite. En même temps, un incendie peut démarrer tellement rapidement. Merci beaucoup. Restez avec nous. J'aimerais qu'on donne la parole à notre autre invité qui nous a rejoint, Reda Didi. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'association Graines de France. Tiens, c'était un des titres qu'on avait choisi pour cette émission spéciale. Combien de France face à face? Là, vous avez un face-à-face particulier entre un maire Reconquête et des jeunes qui disent il faut tuer le maire. Comment on peut faire dialoguer ces deux parties du pays? D'abord, je pense que les actes qui ont été commis, ces émeutes qui meurtrient, ces attaques vis-à-vis des élus, je pense aussi au maire de la Haye-les-Roses, sont inadmissibles. J'aimerais avoir un mot pour lui, en particulier, étant parent.
Je rappelle les faits. Le maire de La Haye-les-Roses a vu sa maison être forcée par un véhicule bélier enflammé cette nuit. Il n'était pas dans sa maison, mais sa femme et ses 2 enfants de 5 et 7 ans y étaient. Ils ont fui, ils ont été blessés. Sa femme est hospitalisée. Le maire est à son chevet. C'est une tentative d'assassinat, c'est ce qu'il a dit. Ensuite, je pense qu'il faut qu'on ait des analyses justes et apaisantes. En ce moment où on a besoin plutôt de recréer du lien dans notre nation, de recréer, d'éviter d'accentuer les différents clivages, d'éviter d'accentuer les différences entre territoires. Nous, notre méthode, elle est assez simple. Nous, on se définit comme des bâtisseurs de ponts. À Graines de France. Oui. Ouais, comme des créateurs de liens, avec l'idée que finalement, on peut dialoguer, et même les dialogues impossibles deviennent possibles si on y met la méthode, si on y met les moyens, et si on y met le sérieux, le cadre qui va bien. Et les bonnes personnes, surtout. Oui, les bonnes personnes. Donc il faut. Mais même quand les personnes ne sont pas forcément motivées à vouloir dialoguer, in fine, quand on les met dans des conditions. Non, mais les bonnes personnes en face pour créer le dialogue. C'est ça que je veux dire. Absolument. On y arrive quand même. Nous, on a touché en 2 ans 3000 jeunes. On a fait dialoguer à peu près avec 400 policiers. Ça s'est toujours bien passé. Il n'y a jamais eu de dérapage. Par contre, la règle, c'est que le débat est vraiment ouvert, qu'on ne s'interdit aucune question. Ouais. Par contre, dans le respect de l'interlocuteur qu'on a en face de nous, parce que sinon, le dialogue. Parlons vrai, comme sur Sud Radio. Parlons vrai. Et parlons vrai avec des règles et un cadre que tout le monde doit respecter. Est-ce que c'est suivi après, une fois que vous avez discuté avec ces jeunes parlementaires, est-ce que vous les suivez ? On les suit sur certains programmes, on arrive à monter avec des choses plutôt pas mal. On regrette, par exemple, à Nanterre, juste la semaine d'avant, on venait d'inaugurer un mur avec des policiers et des jeunes, où les jeunes du collège avaient écrit « Je respecte la police est nécessaire, il y a de tout », voilà, donc un langage un peu complexe et pas binaire, voilà. Et puis est arrivé l'événement tragique de Naël. Je vous cache pas que je suis tombé de ma chaise, j'étais désespéré le matin. Vous avez appris la mort du jeune Naël ? C'est quasiment 15 ans de travail par terre et de liens et de liens. Vous saviez, quand vous avez appris un jeune tué par le tir d'un policier, est-ce que vous avez rapidement compris que ça allait donner des émeutes plus fortes que celles de 2005 ? J'ai compris très vite que il allait y avoir une grosse réaction. Et j'ai compris très vite que le terrain était pas aussi bien tenu qu'à l'époque de 2005, et que donc il y aurait un phénomène plus particulier. Pourquoi il est mal tenu ? Parce que les associations sont moins présentes, plus pauvres, un tissu moins important, et puis un délitement quand même du cadre général dans le pays que les uns et les autres peuvent ressentir. L'ambiance, en quelque sorte. On va en reparler avec vous, Reda Didi, avec Philippe Pichon qui est toujours avec nous, avec Julien qui est policier qui nous appelle au 0826 300 300 de l'Essonne. Beaucoup de retours sur ce qui s'est passé cette semaine. Il va nous le dire dans un instant. Nous sommes avec Cécile de Ménibus et édition spéciale sur Sud Radio jusqu'à midi. À tout de suite. Sud Radio, journée spéciale. Journée spéciale, semaine de nuit d'émeute. Après cette 5e nuit d'émeute sur la France, la situation tente à se calmer légèrement, enfin si on ose dire, puisqu'il y a encore eu au moins 700 interpellations dans la nuit. Une tentative d'assassinat contre un maire et sa famille, puisque la maison du maire de La Haye-les-Roses a été visée par une voiture bélier enflammée. Sa femme et ses 2 enfants de 5 et 7 ans ont dû enfuir. Ils ont été blessés, elle est hospitalisée, il est à son chevet. On est avec nos invités, Reda Didi, avec Philippe Pichon également, qui est commandant honoraire de la police nationale, et avec vous tous au 0826 300 300, Cécile. Et ça sonne déjà, de l'Essonne. Julien, 30 ans, est avec nous. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Une réaction peut-être, Julien, je crois que vous êtes policier. Oui, c'est ça, exactement. Et une réaction par rapport à ce qui se passe et ce que vous venez d'entendre. De toute façon, de ce que je viens d'entendre, c'est que, alors non, effectivement, ça se calme pas. En tout cas, des remontées de terrain que j'ai, parce que là, les remontées de terrain depuis quelques jours, quand même, sont terrifiantes. C'est-à-dire que là, on passe des caps, c'est-à-dire on a des collègues qui sont tirés dessus à l'arme à feu. C'est arrivé à Nîmes notamment. C'est arrivé à Nîmes, c'est arrivé aussi dans une autre commune, au pistolet à Grenaille, et ça va encore arriver. On a une tentative d'assassinat auprès du domicile d'un maire. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte. J'ai des collègues dans le 91 qui ont dû faire intervenir le GIGN parce qu'ils étaient dépassés et qui se sont fait tirer dessus auparavant au 9 mm. Voilà. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. Ça veut dire qu'il y a peut-être moins d'émeutes, mais en tout cas, la gravité de ce qui se passe est montée d'un cran. Il n'y a pas moins d'émeutes. Ce que vous avez, c'est qu'on est en train de voir, c'est que c'est en train de prendre
tout le territoire. Au lieu que ça arrive en région parisienne, puis après dans les grandes villes, ça commence à gagner d'autres territoires qui sont moins peuplés. Et on a de plus en plus de pillages aussi. Et on a de toute façon un sentiment depuis ce qui est arrivé au jeune homme, on a un sentiment d'impunité vis-à-vis des délinquants qui est total. Donc c'est vraiment. Et du côté des policiers, Julien, du côté des policiers, parce qu'on entend partout dire il n'y a pas assez de matériel, il n'y a pas assez on peut pas faire face. Est-ce que certains commencent à se poser des questions en disant mais comment on va faire face à tout ça? La première chose, c'est que déjà, effectivement, au niveau des effectifs, on ne sera jamais assez pour l'ampleur. Ça, c'est clair et net. Surtout avec les directives qu'on a, c'est-à-dire de pas trop de vagues. On l'a bien vu, on voit bien que les collègues, quand ils font leur travail et qu'ils usent de la force, des fois strictement nécessaire, ils ont quand même des problèmes juridiques. Ça, faut que ça change aussi. La deuxième chose, c'est que là, de plus en plus de collègues pensent à se retirer, au vu des dangers qu'ils prennent pour pas grand-chose, avec un État qui ne les défend pas. Donc on a des collègues après qui vont quand même au front, par devoir et parce que c'est leur métier, et que c'est leur métier, sauf qu'ils n'ont pas non plus signé pour mourir ou être blessés gravement. Et donc il y a des collègues qui sont en train de se poser des questions. Surtout que là, Philippe Pichon, forcément, ceux qui ont travaillé depuis des jours sans s'arrêter, il y a un moment donné, il faut faire aussi tourner les effectifs, mais il faut avoir les effectifs pour les faire tourner. Oui, Julien, bonjour. Philippe Pichon, ancien commandant de police. J'ai entendu, j'ai beaucoup de remontées de terrain qui sont à peu près les vôtres également. J'ai entendu qu'il y a des collègues qui doublaient leurs vacations, qui faisaient 12-15 heures. Donc évidemment, on n'est plus opérationnel au bout de 12-15 heures. Bien sûr, évidemment. Moi, j'ai une question, si vous me permettez, mais ne répondez pas si ça vous gêne, évidemment. Vous avez un devoir de réserve. Vous êtes en unité opérationnelle, je veux dire, vous avez un mandat syndical ou pas? Alors, je suis pas, j'ai pas un mandat syndical, mais je suis en unité de terrain. Alors, je vais être plus cool sur les questions. Oui. Autour de vous, l'état d'esprit, moi j'ai vu passer des documents, par exemple, de rendre l'arme parce que la formation n'était pas bonne. J'ai vu des gens qui refusaient carrément de prendre leur service. Enfin, j'ai vu les remontées de prendre leur service avec une arme, prétextant en effet que la formation n'était pas bonne. Est-ce que vous pensez que c'est pire que 2005 dans nos rangs, ou est-ce que vous pensez que ça va parce que les grands frères délinquants en matière de stupéfiants vont demander aux jeunes de se calmer puisqu'il n'y a plus de pognon qui rentre? Est-ce que vous pensez que... Alors ce qui se passe justement pour ce qui est des grands frères, ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils essayent de, passez-moi le terme, de foutre le bordel après 23h, à la fermeture des fours. Comme ça, il y a de l'argent qui rentre et en plus après on peut aller piller. Voilà, c'est bien organisé. C'est bien organisé. Et je pense que oui, de toute façon, on est dans une situation, la France est dans une situation qui est bien pire que 2005. Ça a progressé, la délinquance a progressé, la criminalité a progressé depuis des années. On n'a rien fait depuis 20 ans. C'est sûr que c'est pire. Et en plus, les réseaux sociaux aggravent la situation du fait que ça prend de l'ampleur très rapidement. Donc c'est sûr. Et puis au niveau de la mentalité des collègues, je vous dis, c'est mitigé. Certains veulent en faire plus, et il y a aussi une grosse partie qui veut en faire le minimum, parce qu'on ne va pas prendre des risques pour rien. Restez avec nous, Julien. Reda Didi, fondateur de l'association Graines de France, quand vous entendez les policiers avec lesquels vous travaillez au quotidien, justement sur ce lien entre ces citoyens, entre les délinquants et la police, quand vous entendez ça, ça veut dire que le rôle des associations va être décuplé. On ne voit pas d'autre solution? Oui, alors c'est pas des délinquants, c'est des jeunes et des policiers. Et oui, nous, le travail, je pense qu'on va en avoir pas mal par la suite. Il faut de toute façon qu'on recrée ce lien de confiance. Mais il faut aussi qu'on soit à l'écoute de ce que dit là le policier en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a du mal à recruter maintenant dans la police. On voit bien que la formation devient compliquée. On voit bien qu'ils ont aussi des choses à émettre. Et c'est tout ça qu'il faut mettre sur la table. C'est-à-dire, c'est les doléances des citoyens, des habitants et les doléances des policiers, et pouvoir, à partir de là, essayer de trouver une solution qui permette d'avoir un combo qui convienne à tout le monde. On sortira pas de cette situation si on n'arrive pas à faire un état des lieux concret, un constat partagé par tous, et apporter des solutions à ces deux parties. Un sujet qu'on n'aborde jamais pourtant. Enfin, je veux dire, la police est large, les rangs sont nombreux. Il y a je sais pas combien de dizaines de milliers de fonctionnaires. Il y en a beaucoup aussi qui ont grandi dans les quartiers. Quand on parle, nous, de dialogue entre la police et les habitants des quartiers, parfois ce sont les mêmes aussi. Oui, absolument. Et pourtant, ils ne sont pas capables de se parler parce que l'institution est détestée.
En fait, le problème, c'est que quand vous avez un petit peu réussi votre vie, vous sortez du quartier, vous n'y habitez plus, et donc vous n'êtes plus au contact de ces territoires-là. On jette souvent l'opprobre sur la politique de la ville, mais en fait, ces quartiers-là sont turnover. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont réussi, qui en sont sortis, et on ramène de la pauvreté dans ces territoires-là. En fait, c'est pas figé. Non, au-delà de ça, sur 20 ans ou 30 ans, la population a complètement changé. On le sait, les uns et les autres, qui avons grandi dans un quartier populaire. Vous ne connaissez pas votre quartier? Pardon? Imaginons que vous reveniez dans le quartier où vous avez grandi 20 ans plus tard, vous ne le reconnaîtriez pas? On ne reconnaît pas notre quartier, mais on ne reconnaît même pas plus notre ville. En fait, encore moins les gens. Encore moins le lien social. Tiens, 0826 300 300 au fil à Nîmes. On le disait, dans plusieurs endroits, des policiers ont été victimes de coups de feu. C'est le cas notamment à Nîmes cette nuit. C'est ce qu'on apprend. Bonjour Alain. Alan? Bonjour. Alan, pardonnez-moi, excusez-moi. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à tous, merci de m'avoir pris mon appel. Et moi je voulais réagir, donc du coup pour Nîmes j'étais même pas au courant, mais en fait c'est par rapport aux jeunes, donc aux mineurs. Mais je pense qu'il faudrait punir aussi les parents, parce que les jeunes ils savent très bien qu'ils vont faire de la garde à vue, ils vont ressortir. Et surtout que aussi j'ai vu aussi dans les médias que ça parle des policiers qui n'ont plus de munitions, donc les jeunes ils sont au courant de ça, donc ils doivent se dire ils sont ouverts à tout ce qu'ils peuvent faire, quoi. Mais par rapport à punir les parents, on peut voir sur des vidéos qu'il y a même des mamans qui braquent des Darty, des Lidl. Donc il y en a quelques-unes. Restez avec nous, Alan. Julien, vous êtes toujours avec nous. Forcément, les réseaux sociaux ont changé la prise de décision, parce que aujourd'hui, tout est filmé. Vous êtes presque filmé H24, c'est-à-dire que même quand vous travaillez, vous vous déployez, tout le monde est au courant. En fait, c'est ça aussi le problème. Pas d'anticipation possible. C'est ça aussi, tout le monde est au courant. Et puis vous parlez aussi d'un sujet qui est sensible, c'est qu'effectivement les vidéos, nos interventions sont constamment filmées. D'ailleurs, on l'a vu avec notre collègue qui est en détention. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et si vous faites une erreur, ou même si vous n'en faites pas, la vidéo peut être manipulée pour que ça soit tendancieux. Et c'est ce qui se passe souvent avec nos collègues. Et ça aussi, ça fait réagir. De toute façon, on sait très bien que tous nos faits et gestes sont regardés, jugés, et après, malheureusement, on passe devant le tribunal médiatique avant de passer au tribunal juridique. Sans compter les dommages collatéraux, parce qu'on voit de plus en plus de policiers avec des cagoules pour éviter d'être reconnus. Enfin, c'est un vrai problème aussi. Mais vous savez, j'ai des collègues là qui se font reconnaître chez eux, qui se font prendre à partie avec leur famille, avec leurs enfants. J'ai des collègues qui régulièrement, la situation est vraiment catastrophique. Nous avons des individus qui arrêtent les véhicules des collègues pour pouvoir vérifier si ce sont des policiers en civil, pour pouvoir après les passer à tabac. La situation de la France en ce moment, c'est ça. C'est ça vraiment, c'est une situation vraiment de guérilla qu'on n'a jamais connue. C'est pour ça que je vous dis que là, 2005, à côté, c'était pas grand-chose. Parce que vraiment, il y a une tension qui est insupportable, surtout pour notre métier. À vous, Julien, et faites attention à vous. Julien, courage. Quand vous retournerez sur le terrain, faites attention à vous. Surtout, vous êtes policier, vous nous appeliez de l'Essonne. Merci à Alan également qui nous a appelé de Nîmes. On va arriver au terme de cette émission spéciale. J'aimerais vous poser la même question, peut-être à l'un et à l'autre, pour conclure. Quelles conditions est nécessaire pour que, d'une part, ces émeutes s'arrêtent et d'autre part, qu'elles ne reviennent pas? On commence par vous, Philippe Pichon, commandant honoraire de la police nationale. En quelques mots. En quelques mots, mais moi, je vais répondre avec votre question. Notre interlocuteur, moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, une cité qui s'appelait les Fauvettes. J'avais donc la possibilité de mal tourner. C'est mes parents qui ont fait que je n'ai pas tourné. J'avais envie de vous poser la question. Je sais. Reda Didi. Vous avez grandi, je le sais également, dans une banlieue un peu difficile, comme on disait. Est-ce que c'est vous ou vos parents qui vous ont permis d'avoir une vie adulte parfaitement épanouie? Le mot de la fin pour Reda Didi. Moi, mon père, je me souviens d'une réunion. Il était avec le prof, donc le professeur au collège, et il était arrivé. C'est un professeur de sport, Monsieur Guyon, à qui je donne hommage, qui a été important dans ma vie, et il était venu à cette réunion-là, et mon père avait regardé Monsieur Guyon, il avait dit Monsieur Guyon, si Reda il fait quelque chose, je vous donne l'autorisation de. Et Monsieur Guyon rigolait et m'a fait un clin d'œil. Il a jamais utilisé ça, mais il savait qu'il avait eu la confiance de mon père pour pouvoir appliquer l'autorité. La dissuasion, ça a marché. En fait, oui, bien sûr que le cadre, l'éducation que j'ai pu avoir, mes parents ont fait que ce qu'on est devenu, ça a été quelque chose d'important, évidemment. Et donc il faudra reparler notamment aux parents. C'est ce que j'ai fait avec Jean-Marie Bordry. Si tu bouges, tu vas voir. Et vous allez voir comme je vais bouger dans un instant.
instants. Merci à tous les deux. Reda Didi, fondateur de l'association Graines de France, graines au pluriel. Ceux qui veulent la rejoindre justement pour engager le dialogue entre la police et les jeunes des quartiers, notamment Cécile, eh bien vous pouvez la trouver facilement sur Internet. Merci. Absolument. Merci à vous également Philippe Pichon. On rappelle peut-être votre ouvrage, celui que vous avez signé. Il est vieux, il est Flammarion. Journal d'un flic, il faut que ça on peut se le relire parce que je crois qu'il est encore d'actualité. Absolument, Journal d'un flic, c'est Flammarion. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes donc un ancien commandant d'unité de la BAC 93. C'est la raison pour laquelle on vous avait invité aujourd'hui. Merci en tout cas d'être resté avec nous pendant 2 heures. Merci beaucoup à tous de nous avoir appelés au 0826 300 300 et merci Bastien d'avoir été avec nous. À la réalisation également. Restez sur Sud Radio. À suivre, il n'y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. On va essayer de se remonter le moral. Je vous rappelle ce rendez-vous à 16h. Sud Radio fait son tour de France. C'est l'autre partie du pays, celle qui est joyeuse, même si elle est au Pays Basque espagnol. À tous ceux qui nous écoutent. Exactement. Bienvenue à nos nouveaux auditeurs qui sont à Metz, à Nancy, à Thionville, dans la Lorraine, sur le DAB+. Bonne journée sur Sud Radio. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio.